Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Désolée de vous avoir fait attendre. Il y avait beaucoup de monde qui attendait dehors. Donc voilà, on est désolé de ne pas avoir pu accueillir tout le monde. Donc merci à vous d'être présents ce soir pour cette nouvelle conférence autour du gouffre, ce magique et mystérieux canyon que nous avons la chance d'avoir à Cabreton. Alors, ce soir, pour cette nouvelle conférence, on a le plaisir d'accueillir Bill François. Et cette soirée sera animée également par notre spécialiste du gouffre à Cabreton, monsieur Hugo Verlhomme. Je vais vous laisser, on a pris suffisamment de retard. Je vous rappelle simplement la date de la prochaine journée du gouffre qui se tiendra le 12 octobre. Donc j'espère tous vous retrouver, qu'on pourra accueillir toutes les personnes qui malheureusement n'ont pas pu rentrer ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Allô, allô. Merci Sarah. Bonsoir. Merci d'être venus nombreux ici pour ces conférences du gouffre. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir Bill François. Certains peut-être ne le connaissent pas, mais si vous regardez un peu sur Google, par exemple, vous verrez l'étendue du spectre de ses connaissances, de son travail. Au départ, tu étais juste physicien, tu t'es intéressé au mouvement des bancs de poissons, à l'hydrodynamique, et puis il est devenu une espèce d'esprit universel sur le monde de la mer, des poissons. Et ce monde qu'on disait du silence, en fait, n'est pas silencieux du tout. Tous les gens qui ont mis la tête sous l'eau le savent. Et ce qui est intéressant ce soir, c'est que Bill, qui a une connaissance donc encyclopédique, on dira, des poissons, et d'ailleurs, deux choses, je vous conseille d'affûter vos questions pour après, quand il aura fini, parce que si vous avez des questions sur la faune marine, c'est le moment. Et puis par ailleurs, il y a donc ces bouquins, ces derniers bouquins qui sont presque tous, j'imagine, des best-sellers, qui sont là et qui pourra vous dédicacer. Et donc voilà, il ne me reste plus qu'à lui passer la parole et le remercier d'être ici parmi nous ce soir. Merci à vous. Merci Hugo pour ces mots gentils et cette sympathique présentation. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour ce petit moment sous l'océan. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire une petite plongée dans le monde sous-marin et on va écouter le monde sous-marin, ce qui est quelque chose qu'on ne fait pas souvent parce qu'en général, le monde marin, on le regarde. On a pas mal d'images, de photographies, de vidéos sous-marines qui sont de plus en plus belles avec les progrès de la technique. Mais on ne s'est jamais trop posé la question d'écouter sous l'eau. Même dans les films, souvent il y a de la musique. On n'entend même pas les sons des créatures qu'on observe. Alors que quand c'est un film de l'Amazonie, par exemple, on va entendre les perroquets, etc. Et c'est pourtant pas logique du tout parce que le monde sous-marin est beaucoup plus sonore que notre monde à nous. C'est un monde où il y a énormément plus de bruit. Et ces bruits, c'est un super point de départ pour raconter les histoires des créatures qui habitent là. Donc on va écouter quelques bruits, certains qui pourraient être écoutés tout simplement dans le gouffre de Cap-Breton, juste là. La plupart des bruits qu'on va entendre, c'est des créatures locales ou qui ont des histoires en lien avec la région, parce qu'on est dans un contexte particulier avec le gouffre. C'est quand même dommage de s'en priver. Quand on parle d'océan, c'est plus facile de parler d'histoire de l'océan ici qu'à Lyon ou à Bruxelles. Donc on en profite, mais aussi des espèces qui peuvent avoir été entendues un peu plus loin. Il y en a d'un petit peu partout, et comme ça permet de raconter des histoires d'un petit peu partout. Mais avant de commencer, alors j'ai fait des excuses, maintenant on va faire des remerciements. Je voulais remercier un animal sans lequel cette conférence ne serait pas possible. Un animal qui vit justement ici, le long des côtes landaises notamment, en particulier le long des plages landaises, et qui est un animal sans lequel on n'aurait pas la lumière qui nous éclaire, le micro qui vous permet d'entendre, le projecteur qui vous permet de voir cette image, probablement pas non plus la voiture électrique qui vous a peut-être amené ici, ou le réveil qui a sonné pour vous réveiller ce matin. Cet animal, c'est ce poisson qu'on appelle la raie torpille. Donc vous connaissez peut-être de réputation ce poisson. Il y a 3 espèces qui vivent en France. Celle qui vit dans les Landes, c'est celle du Haut. Et c'est celle du Haut qui nous a permis d'avoir le contrôle sur l'électricité comme on l'a aujourd'hui. Donc cette raie torpille, c'est un
un poisson où si on s'en approche, on ressent une sensation très bizarre, pas très agréable. Ça fait un gros choc. Ça peut faire hérisser les cheveux sur la tête. Ça peut anesthésier le bras. C'est étrange. Et les premiers qui l'ont ressenti et qui s'y sont intéressés, c'était dès la Grèce antique. Aristote y avait beaucoup réfléchi. Et ils ont appelé cette sensation la torpeur, parce que ça venait de la torpille, du poisson qui s'appelait la torpille. Mais on ne savait pas du tout ce que c'était. D'ailleurs, Platon compare Socrate à une raie torpille parce qu'il laisse ses adversaires bouche bée et saisis de cette torpeur. Mais pendant des millénaires, en fait, on n'a pas su ce que c'était. Ensuite, au Moyen-Âge, les alchimistes ont pensé que c'était du froid, que l'animal générait un froid intense. C'est pour ça que ça anesthésiait. Mais bon, ça ne tenait pas debout parce que même quand il faisait chaud, on le sentait quand même. On savait même l'utiliser à certaines fins, notamment médicales. On utilisait l'animal pour faire des anesthésies pour les accouchements dès l'époque romaine, par exemple, pour soigner la goutte, etc. Mais on ne savait pas du tout ce que c'était que cette sensation. Et puis ensuite, Newton est arrivé. Newton, il expliquait tout avec des forces, de la mécanique. Du coup, il s'est dit, ça doit être pareil, la raie torpille. Bon, il n'était pas tombé juste. Mais pendant très longtemps, on a cru que c'était une espèce de marteau-piqueur, ce poisson, qui tremblait tellement fort que quand on s'en approchait, on ressentait le tremblement. Jusqu'à ce qu'il y ait des expériences qui démontrent que si on s'approche du poisson et qu'on le touche avec une tige en métal, effectivement, on ressent le tremblement. Si on le touche avec une tige en verre, on ne le ressent plus du tout. Et il y a même eu dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on retrouve un certain chevalier de Joncourt qui fait toute une théorie autour de la raie torpille, où il postule l'existence de petits corpuscules qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'il appelle les corpuscules torporifiques. Il dit qu'ils vont d'un pôle de la raie torpille à un autre, de son dos à son ventre, et qu'ils ne se propagent que dans certains matériaux et pas dans d'autres, qu'il y a certains matériaux qui lui résistent, etc. Bref, il avait fait toute une théorie de l'électricité avant même que ça soit découvert. Puis l'électricité est découverte vers la fin du XVIIIe siècle avec des machines qui frottent des métaux, etc. Puis ça fait des étincelles et on s'aperçoit qu'il y a un truc là qu'on ne connaît pas, qui est génial, on ne sait pas du tout à quoi ça va servir, mais ça amuse les gens dans les foires. Et là, il y a des savants qui ils pensent à la raie torpille, ils pensent à la machine électrique, ils se disent c'est peut-être la même chose. Et c'est pour ça qu'un certain Alessandro Volta, en 1800, a fabriqué ce qu'il a appelé l'organe électrique artificiel pour imiter l'organe de la raie torpille et démontrer que le phénomène issu de la raie torpille et l'électricité issue des machines physiques étaient la même chose. Et cet organe électrique artificiel, on le connaît aujourd'hui sous le nom de pile électrique. Volta a imité, il a ouvert la raie, il a vu comment c'était fait à l'intérieur. C'est un empilement de petites cellules pour la raie. Et lui, il a voulu reproduire la même chose avec du métal. Et c'est comme ça qu'est apparue la possibilité de stocker l'électricité et de là, de faire des expériences avec, de l'utiliser comme source d'énergie. Et on en est encore là aujourd'hui. Donc ça nous montre des choses intéressantes sur comment fonctionne la science, parce qu'à l'époque où Volta faisait ça, l'électricité, c'était juste une curiosité pour faire amuser la galerie dans les foires. Il y a un autre savant, un certain Cavendish, quand on lui a demandé, qui étudiait aussi la raie torpille et l'électricité à l'époque, quand on lui a demandé la question qu'on pose à tous les chercheurs, c'est bien joli tout ça, mais à quoi ça sert? Il a répondu, j'en sais rien, mais je suis sûr que dans quelques années, ils trouveront le moyen de le taxer. Vous voyez ? Mais voilà, ça montre que la science, ce n'est pas forcément des start-up et des investissements où on voit où on va. C'est plutôt exactement le contraire. En tout cas, on va voir plein d'autres inventions et merveilles que la nature nous présente, notamment dans le gouffre de Cap-Breton. Pour la petite histoire, ce n'était pas à Cap-Breton la torpille qui a permis de comprendre l'électricité. Elles étaient pêchées vers les Sables d'Olonne. Voilà. Elles étaient pêchées vers les Sables d'Olonne et c'est Benjamin Franklin, lui-même, l'inventeur du paratonnerre, qui commandait les expériences à un Anglais. Pourquoi il ne pouvait pas le faire lui-même? Parce qu'il était occupé à faire l'indépendance des États-Unis. Donc, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais en pleine guerre d'indépendance des États-Unis, le jour même des batailles cruciales, etc., il y a des lettres de Benjamin Franklin où il dit prenez plus de raie torpille, faites ceci avec, faites cela, pour essayer d'avoir des étincelles à partir de la raie torpille et de comprendre comment elle marche, etc. Donc, voilà, pour la petite histoire, c'est un poisson qui nous a donné des grandes découvertes. Alors, elle ne fait pas de bruit, par contre, la raie torpille, donc on va écouter d'autres
d'autres sons. Et on va commencer par un très simple que je pense que vous allez tout de suite deviner, qu'on pourrait entendre au large de Cap-Breton sans aucun problème, qu'on entend régulièrement là-bas. Bon, je pense que tout le monde de là, celui-là, c'est... Voilà. Une fois, il y a quelqu'un qui a dit une vache, mais bon, c'est pas une vache. C'est pas une vache, mais c'est un mammifère comme la vache, donc c'est un animal qui a les voies respiratoires remplies d'air et qui donc fait un son basé sur une vibration de l'air, comme nous, quand on parle, en fait. En gros, c'est le même principe. Sauf que la baleine, elle est sous l'eau quand elle chante, donc elle chante la bouche fermée. Mais c'est exactement comme si vous essayiez de parler la bouche fermée. D'ailleurs, si vous le faites, ça fait à peu près le même bruit que le chant de la baleine. C'est juste moins fort, beaucoup moins fort. La baleine, lorsqu'elle chante, à quelle distance on peut l'entendre ? 100 km, qui dit mieux ? 1000 km, ouais, c'est ça. Elle peut se faire entendre à peu près à 2000 km. Donc une baleine qui chante au large de Cap-Breton, on peut l'entendre en Grande-Bretagne, quoi, en gros. Comment elle fait ça ? Alors déjà, elle est dans l'eau. Donc l'eau, c'est beaucoup plus sonore que l'air, hein. Le son, c'est une vibration de la matière. Donc c'est des molécules qui tapent les unes sur les autres. Et comme des boules de billard, elles se transmettent de l'énergie les unes aux autres. Et ça va jusqu'à nos oreilles. Ça, plus les boules de billard elles sont proches les unes des autres, plus ça marche facilement. Sinon, d'une molécule à l'autre, l'énergie elle se perd. En d'autres termes, plus la matière est dense, plus le son se porte bien. Et donc, comme l'eau c'est 800 fois plus dense que l'air, le son se propage à la fois 800 fois plus vite et en s'atténuant 800 fois moins. Ce qui est quand même très important sous l'eau quand on veut se faire entendre. C'est pour ça aussi que dans les westerns, les rails, les Indiens ils collent leur oreille sur les rails de chemin de fer là, pour entendre la locomotive qui arrive. C'est que dans l'air, on ne l'entend pas, mais dans le métal, le son il est déjà là et il ne s'atténue pas. Donc ça permettrait d'expliquer pourquoi la baleine, on l'entend à peu près à 100 km. Parce que si elle chantait dans l'air, on l'entendrait à quelques dizaines, centaines de mètres. Et donc sous l'eau, on pourrait l'entendre à peu près 1000 fois plus loin, donc à peu près à 100 km. Mais là, je vous ai dit 1000 km. Alors comment elle fait pour faire 1000 km, même 2000 km ? En fait, elle utilise une astuce qui est un canal sonore profond. Donc il faut imaginer que l'océan, ce n'est pas une couche d'eau uniforme qui a les mêmes propriétés partout. C'est plutôt comme un gâteau. Il y a différentes couches. Et ça, vous le sentez quand vous nagez. De temps en temps, vous nagez dans la mer, puis c'est moyennement chaud. Et d'un coup, il y a une zone très froide qui passe et vous la sentez qu'au niveau de vos jambes ou qu'au niveau de votre cou. Ou alors une zone un peu plus chaude. C'est des couches d'eau qui, bizarrement, ne se mélangent pas trop. Et donc, il y a des couches d'eau très froides et des couches d'eau plus chaudes et des couches d'eau très salées, des couches d'eau moins salées. Certaines couches donc, sont plus ou moins denses selon leur température, leur salinité. Et qui dit plus ou moins dense, dit conduit plus ou moins le son. Et donc la baleine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se mettre dans une couche d'eau extrêmement froide et très dense. Et là, elle va chanter. Et le son va se retrouver piégé dans cette couche d'eau. Parce que la couche d'eau au-dessus et la couche d'eau en dessous, elles vont conduire le son différemment. Et ça va faire un phénomène de réflexion de l'onde sonore d'un côté et de l'autre de la couche d'eau. Et donc le son qui est piégé dedans, il va voyager très très loin en ligne droite, coincé comme ça dans la couche d'eau. Et du coup, une autre baleine, elle n'a qu'à redescendre dans la même couche d'eau. Elle va pouvoir entendre sa congénère à des milliers de kilomètres. Par contre, hors de la couche d'eau, on ne l'entend pas. Il faut descendre à la bonne profondeur, et là, on l'entend. C'est le même principe exactement pour le son que la fibre optique pour la lumière. Une fibre optique, en gros, c'est un tuyau tapissé avec des miroirs. Et donc, la lumière, si elle monte trop, elle rebondit en haut. Si elle descend trop, elle rebondit en bas. Et donc, elle finit par se propager en ligne droite et à suivre le chemin de la fibre. C'est exactement pareil, mais pour le son dans une couche d'eau. Et c'est comme ça que les baleines arrivent à communiquer extrêmement loin. Alors, tout ça, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles se disent ? Les baleines, elles vont se dire plein de choses en communiquant avec leur son. Leurs interactions sociales, elles vont demander de l'aide, elles vont échanger avec des congénères. Elles vont s'organiser aussi pour la pêche. Alors, on peut entendre certains bruits. Hop, c'est là. On va essayer de faire avec ça, c'est encore mieux.
Ça, par exemple, vous voyez, c'est tout de suite moins mélodieux, mais c'est parce que c'est des sons qui sont utiles. Là, c'est des baleines qui s'organisent pour chasser. Donc forcément, c'est des sons techniques, quoi. Mais le son qu'on a entendu tout à l'heure, il n'était pas technique. Il était beaucoup plus mélodieux. Et c'est parce que c'est des chansons, ça, et je dis bien des chansons, qui sont sans doute chantées pour les mêmes raisons que nous, on chante des chansons. C'est-à-dire qu'il y a sûrement autant de raisons que de baleines, en fait, que c'est pour le plaisir, c'est pour des interactions sociales, mais complexes, où il n'y a pas forcément de raison. Peut-être que c'est même complètement inutile. Et en fait, ces chants, les éthologues, les gens qui étudient le comportement des animaux, parlent même d'une culture pour les baleines, parce que c'est un patrimoine qu'elles vont même se transmettre. C'est-à-dire qu'une baleine qui connaît une chanson, elle peut le transmettre à d'autres baleines, d'autres générations, d'autres populations, etc. Chaque individu va modifier certains couplets, va garder des refrains. Il y a vraiment des structures comme ça avec des couplets et des refrains. Et la chanson, elle va progressivement évoluer en étant transmise. Donc ça, un patrimoine culturel, un patrimoine immatériel qui se transmet et qui évolue, c'est la définition de la culture. Donc c'est un des rares animaux doués d'une culture semblable à la nôtre, c'est les baleines. Là, par contre, ça, c'est une mère et son petit. Vous voyez, d'un coup, c'est beaucoup moins mélodieux. C'est pas toujours des belles chansons, les baleines. Alors là, je vais vous faire entendre un animal dont vous ne devinerez pas le son, parce qu'il n'y a qu'un seul animal au monde qui émet ce son-là. Mais je vous le fais entendre quand même pour raconter l'histoire. Mais quand je dis qu'un seul animal, ce n'est pas une seule espèce, c'est un seul individu, là, ce qu'on vient d'entendre. Il n'y a qu'un seul individu animal au monde qui émet ce son qu'on vient d'entendre. Ce son, il est entendu chaque année lors de la migration des baleines au large de la Californie. Toutes les baleines passent, on entend des chants de baleines entre guillemets normaux, et puis on entend ce chant de baleine-là, qui est assez normal au niveau de sa structure. C'est la même structure que les chants des rorquals. Donc les grandes baleines, le rorqual, c'est les baleines un peu longilignes et très grandes, comme la baleine bleue et le rorqual commun, c'est les deux plus grandes baleines. Ça vient d'un mot qui veut dire ventre rayé, parce que c'est les baleines qui ont des stries comme ça sur le ventre. En fait, ces stries, c'est des plis qui leur permettent de s'étendre et d'avaler plus que leur propre volume en eau quand elles attrapent des bancs de poissons. Donc c'est des baleines accordéons en fait, qui peuvent se dilater comme ça pour avaler énormément d'eau, qu'après elles recrachent, mais elles gardent les poissons à l'intérieur. Donc c'est un chant de rorqual, clairement. Il a la même structure, le même format. Seul hic, ce chant, il n'est pas dans la bonne fréquence sonore. Alors, chaque espèce qui entend a une gamme de sons qu'elle est capable d'entendre. Nous, les humains, c'est entre 20 Hz et 20 kHz. Les sons qui sont plus aigus que 20 kHz, c'est des ultrasons, ce qu'on appelle des ultrasons, c'est des sons qu'on n'entend pas. Les sons plus graves que 20 Hz, on ne les entend pas non plus, on appelle ça des infrasons. Et chaque espèce a comme ça une gamme de sons qu'elle entend. Une chauve-souris, par exemple, elle va entendre les ultrasons. Un silure, il va entendre les infrasons. Les baleines, elles ont des gammes en général assez restreintes, parce que comme il y a beaucoup de bruit dans la mer, elles ont une gamme qui est assez centrée sur le son de leur propre espèce. Comme ça, ça fait comme un canal de radio. Elles captent que la radio de leur espèce à elles, et elles n'entendent pas les autres. Comme ça, elles ne sont pas perturbées. Et bien, cette pauvre baleine-là qu'on vient d'entendre, figurez-vous qu'elle n'entend, qu'elle ne chante dans aucun canal d'une autre baleine. Le son qu'elle émet, il est pile entre le canal entendu par les rorquals communs et le canal entendu par les baleines bleues. Donc en gros, elle chante, mais aucune baleine ne pourra jamais l'entendre. Voilà, elle ne chante pas dans la bonne gamme sonore. Alors pourquoi? On ne sait pas, parce qu'on l'a entendue, mais on ne l'a jamais vue, cette baleine. On l'entend chaque année, mais on n'a jamais pu l'observer. C'est plus facile d'entendre que de voir sous l'eau. Voir une baleine, il faut être proche d'elle. L'entendre, vous êtes à 2000 km, vous l'entendez, donc ce n'est pas un problème. Et donc on ne l'a jamais vue, on pense que peut-être elle est sourde, en fait, et que du coup elle n'a jamais pu rectifier sa propre voix. Souvent, on dit que les sourds sont muets, mais ils ne sont pas techniquement muets. C'est juste que c'est très compliqué, quand on n'entend pas, d'apprendre à parler. Alors pour les humains, on y arrive, parce qu'on a des techniques, on y a réfléchi, on a de l'orthophonie, etc. Mais pour une baleine, c'est moins évident. Donc cette pauvre baleine, elle chante comme ça tous les ans.
et sans doute qu'aucune autre baleine ne pourra jamais l'entendre. Il n'y a que les humains finalement qui l'ont entendue, et elle est célèbre chez les humains. Et on va l'entendre encore longtemps, parce qu'une baleine, ça vit assez longtemps. Vous savez combien de temps peuvent vivre les baleines au maximum? Dites 50, 100, 300. Ouais, la vérité est entre les deux. La plupart des baleines, ça vit à peu près comme un humain. Donc de l'ordre de la centaine d'années en gros. Mais le maximum, il y a certaines espèces qui peuvent vivre jusqu'à 260 ans mesurés. Et notamment, là on en vient à des sujets du gouffre, la baleine des Basques. Baleine qui a quasiment disparu, qui a en tout cas disparu de nos régions, parce que c'est la première à avoir été chassée historiquement dans l'Atlantique Nord à des proportions assez industrielles, mais dès les années 1500 par les Basques. Et c'est une baleine qui était très présente dans tout le golfe de Gascogne en fait, et en particulier tout ce qui est Biscaye, enfin la région autour d'ici. Et donc cette baleine, ça fait partie de ce qu'on appelle les baleines franches. Et ces baleines-là, elles peuvent vivre 260 ans. Comment on le sait? On ne leur a pas demandé leur âge, ça ne serait pas poli. En fait, on a des pays où elles sont encore chassées, ces baleines-là, en Alaska. C'est une autre population que celle du Pays Basque, hein, mais c'est une espèce extrêmement proche, en fait. Et là-bas, où elles sont encore chassées par des Amérindiens qui en ont besoin pour manger et pour leur tradition, quand ils les découpent, parfois ils trouvent des harpons. Et ils savent les dater, parce que les harpons, à l'époque, fin 19e, début 20e, ils changeaient de modèle de harpon tous les ans. C'est comme le nouvel iPhone, ils changeaient tous les ans. Et donc, d'avoir un certain modèle, ils arrivaient à savoir quelle année la baleine a été tapée par un harpon. Et quand c'est des harpons d'Amérindiens qu'ils retrouvent, c'est des harpons en os, donc on peut les dater aussi avec le carbone 14. Donc, c'est comme ça qu'on sait que ces baleines-là, elles vivent 260 ans au maximum à peu près. Donc il y a des baleines aujourd'hui dans l'océan qui sont nées avant qu'on écrive Moby Dick, qui sont nées il y a plus de 260 ans. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas grand-chose comparé par exemple au requin du Groenland, qui est le plus vieux vertébré au monde, hein, qui lui serait capable de vivre 800 ans. 800 ans, alors c'est 500 ans, on a pu le mesurer chimiquement, on est sûr au moins 500 ans. Mais le spécimen qu'on a mesuré à 500 ans faisait 200 kg. C'est un requin qui peut faire 400 kg. On en a trouvé jusqu'à 400 kg. Donc si on extrapole à peu près la croissance, c'est un animal en plus qui grandit très lentement. C'est minimum 800 ans facilement. Donc mais que ce soit 500 ou 800, ça veut dire qu'il y a des requins aujourd'hui dans l'océan qui ont mangé des vikings et qui sont encore là. C'est un requin qui ne mange que des phoques endormis ou des animaux morts, parce qu'il passe sa vie tellement au ralenti. Il vit dans des eaux très froides, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'en partie qui vieillit pas, c'est qu'il vit dans des eaux extrêmement froides et son métabolisme il est très ralenti. Mais bon, un viking tombé de son bateau, c'est sûr que les requins le mangeaient, il n'y a aucun problème. Et donc vous pouvez manger un requin qui a mangé des vikings. Je ne vous le conseille pas parce que c'est absolument immangeable. C'est un requin que pour arriver à le consommer, les Islandais l'enterrent pendant 6 mois pour le faire pourrir. Après, ils le sortent pendant 2 ans accroché à un crochet. Et ensuite, ils en font des tout petits bouts qu'ils mangent avec beaucoup, beaucoup d'alcool. Et c'est absolument immonde. Mais c'est faisable, voilà. C'est comestible. Et même ce requin, donc, qui a 800 ans, plus 2 ans d'affinage, eh bien, il est très jeune devant d'autres animaux. L'éponge de verre, par exemple. L'éponge de verre, c'est une éponge qui vit dans les grandes profondeurs, dans des récifs d'eau froide. Elle fabrique un squelette en verre, donc on arrive à dater. Ça fait des couches comme un oignon ou comme les cernes d'un arbre, là, et on arrive à dater avec ça. Et on sait que certaines éponges qui vivent encore aujourd'hui ont 17 000 ans. Donc on n'était même pas à peindre les mammouths dans la grotte que l'éponge, elle était déjà là. Et c'est un animal, une éponge. C'est un animal rudimentaire, certes, mais c'est un individu, un animal. Donc l'éponge, 17 000 ans, ça paraît beaucoup. Et même elle, c'est pas grand-chose devant le record absolu, qui est une méduse qui est tout simplement immortelle. Quand elle vieillit trop, elle peut rajeunir. Elle inverse son propre vieillissement pour retourner à l'état larvaire et elle refait des allers-retours comme ça, dans la flèche du temps. Autant qu'elle veut, infiniment. Hein. Les expériences qui ont été faites pour voir combien de temps ça durait, au bout d'un moment, les gens en ont eu marre, ils ont arrêté.
Mais ils ont constaté une chose intéressante qui est que toutes les méduses ne poursuivent pas la vie éternelle. C'est-à-dire que certaines de ces méduses, qui pourtant sont immortelles, choisissent de mourir à un moment donné. Et c'est quand les conditions en fait, font qu'elles ne sont plus assez utiles à leur espèce. C'est pour éviter qu'il y ait de la consanguinité. Si c'était toujours les mêmes qui vivaient éternellement, ça finirait par nuire à l'espèce à cause de la consanguinité. Ce seraient toujours les mêmes qui se reproduiraient. Et donc, pour assurer une évolution de l'espèce, certaines choisissent quand même de mourir. Rassurez-vous, ça n'est pas un choix cornélien, hein. Elle n'a pas de cerveau, la méduse. Donc, elle ne souffre pas de ça. Elle n'y réfléchit pas beaucoup. Mais elle le fait quand même, et c'est assez incroyable comme sacrifice, parce que nous, avec un cerveau, on ne le ferait pas. On réécoute l'animal solitaire, voilà. La baleine la plus solitaire au monde, mais qui, grâce à ça, est entendue dans le monde entier. Là, on est sur une mer froide, mais c'est un animal qu'on retrouve... Alors, pas tout à fait jusqu'à Cap-Breton, mais il y a des cousins de cet animal à Cap-Breton, donc on pourrait entendre les cousins. Mais là, c'est un animal que vous connaissez, hein, qu'on va entendre. Alors, est-ce que vous l'avez, celui-là ? On le met jusqu'à ce que vous l'ayez, hein. Alors, j'entends quelques propositions originales, saumon, langouste, etc. On entendra certaines d'entre elles tout à l'heure. Ça pourrait. Et j'entends beaucoup de gens qui me parlent de dauphins, de narwals, d'orques, de belugas. Vous allez tous les faire. Tous les cétacés à dents. C'est la famille des cétacés à dents, donc tous ces cétacés qui ont des dents, mais qui ont aussi une grosse boule sur le haut de la tête. Et cette boule, ça leur permet de capter l'écho de leur propre son pour se servir de leur bruit comme d'un sonar. Et si vous avez pensé à cet animal, c'est parce que vous connaissez l'océan un petit peu, ou très bien même, et que du coup, vous savez que ces animaux, ils émettent des clics. Et pourquoi ils émettent des clics ? Justement pour ça. Ça leur sert de sonar. C'est des bruits très brefs. Et donc, le bruit très bref, clic, il va voyager, il va revenir. Et en mesurant le temps que le bruit il a mis à aller rebondir sur ce qu'il y a autour et revenir, eh bien l'animal en déduit la distance qui le sépare de l'objet sur lequel le son a rebondi. Et ça lui permet de voir tout ce qu'il y a autour de lui uniquement avec du son. Ce qui est très très pratique dans l'océan, parce que l'océan, la profondeur moyenne, c'est dans les 3000 mètres. Il n'y a que les 400 premiers mètres où il y a la lumière du soleil. Au bout de 400 mètres, c'est l'obscurité la plus totale. Mais si au bout de 400 mètres, c'est l'obscurité la plus totale, ça veut dire qu'à 400 mètres, il n'y a vraiment plus rien. Donc, en gros, déjà, à 50 mètres de profondeur, vous êtes à peu près dans la même obscurité que cette salle. Un peu plus profond, même si l'eau, un peu plus obscur si l'eau est trouble, hein. Déjà, à 5 mètres, vous n'avez plus de rouge. Vous voyez, l'eau absorbe les couleurs les unes après les autres. À 5 mètres, il n'y a déjà plus de rouge, hein. Donc, vous imaginez... En gros, la majeure partie de l'océan, c'est obscur. Donc, il vaut mieux voir avec du son que voir avec de la lumière. Donc, pour ces animaux, on se repère grâce au son. C'est beaucoup plus pratique. Vous avez pensé aux dauphins, vous auriez pu penser aussi donc à tous les autres cétacés à dents, le cachalot, le beluga, on a entendu, le narwal, le globicéphale qui vit dans le gouffre de Cap-Breton. D'ailleurs, c'est un des endroits où il y en a le plus au monde lorsqu'ils font des migrations pour passer par là. Mais vous auriez aussi pu penser à l'être humain qui produit aussi des sons en clic-clic pour la même raison, pour utiliser le principe du sonar pour nos bateaux, nos sous-marins, etc. Nous, on a développé ça au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais ces animaux, ils ont le même principe depuis des millions d'années, hein. Mais c'est le même principe exactement, c'est-à-dire qu'on émet des sons très brefs, comme des clics-clics, et ces sons, ils rebondissent sur ce qu'il y a autour, on analyse le temps qu'ils ont mis, et on en déduit tout ce qu'il y a sous le bateau. Donc ça, il y en a dans les bateaux, les sous-marins, tout ça. Et c'est ce qu'ont pensé les gens qui ont entendu ce son historiquement, le son qu'on vous a fait entendre là, c'est un son qui a été entendu, mesuré, en pleine guerre froide, une époque où, un peu comme aujourd'hui, on craignait beaucoup tout ce qui venait de chez les Russes. Et ce son, il a été entendu dans la mer Baltique, donc pas très loin de l'Union soviétique, par les Suédois,
qui redoutaient une invasion des Russes parce qu'ils étaient à peu près les premiers sur la liste. En plus, il y avait des sous-marins russes qui s'étaient échoués un peu dans la région, donc c'était assez clair qu'il y avait des choses qui se tramaient. Et donc quand les oreilles d'or, donc les officiers mariniers de la marine suédoise ont entendu ce bruit, ils se sont dit, il n'y a aucun doute, c'est un sous-marin qui cherche à nous envahir. Donc ils ont envoyé des bateaux, des frégates, des avions, etc. pour repérer sur la zone. Ils n'ont jamais vu de sous-marin. Tout ce qu'ils voyaient, c'était des bulles. Ils se sont dit, non seulement le sous-marin est là, mais il est très furtif. Et puis pendant des années, ils entendaient ce bruit qui les narguait. Ça a conduit à 14 ans de tensions diplomatiques entre la Suède et l'Union soviétique, avec des courriers officiels, des réponses de Boris Eltsine concernant les sons en mer Baltique. C'était monté au plus haut niveau. Jusqu'à ce que le bloc soviétique s'effondre. Du coup, plus de danger. On entend toujours les bruits. Donc le dossier est déclassifié, et c'était secret défense évidemment. Et au lieu d'être confié à des militaires, il est confié à des biologistes. Et là, les biologistes reconnaissent immédiatement que ce bruit n'était pas dû à un sonar de sous-marin russe, ni même à un sonar de dauphin, ni à un sonar de quoi que ce soit. En fait, c'était complètement autre chose. C'était le bruit d'un banc de harengs. Harengs qui communiquent entre eux au moyen de flatulences. Ils pètent et ça fait du bruit. Voilà. Contrairement aux gens bien élevés, le hareng, quand il fait ça, fait le plus de bruit possible. Il a toute une tuyauterie à l'intérieur de son système digestif pour que quand ça fait des bulles, et les bulles émettent beaucoup de sons. Pourquoi il fait ça? Pour se regrouper en bancs. Ça a un rôle dans la cohésion des bancs de harengs. On ne sait pas exactement ce qu'ils se disent comme ça, mais une histoire de harengs dont les paix ont failli déclencher une guerre. Ils auraient pu en faire un livre qu'on aurait appelé Guerre et... Voilà, le titre était déjà pris. Alors, ce n'est pas un poisson qu'on trouve dans le gouffre de Cap-Breton, le hareng, qu'on trouve un peu plus au nord. Il y a des sprats qui passent dans le gouffre de Cap-Breton, qui sont un cousin, qui pètent aussi. Mais le hareng, c'est un poisson qui a nourri toute l'Europe du Nord. Quand on parle de la Renaissance en Europe du Nord, on voit un courant de pensée, un courant culturel et religieux, etc. Mais c'est avant tout une abondance de bancs de harengs qui a fait que les gens là-bas ont pu devenir très riches et donc s'occuper d'autre chose que de leur estomac. Et donc les peintres flamands, les grandes découvertes, etc. C'est parti de là. Mais c'est le hareng, c'est avant tout. Notre histoire, elle peut se lire avant tout comme ça. Pourquoi c'était important de manger du hareng? Parce que l'Europe était très chrétienne et donc il fallait respecter le carême. Et c'était 100 jours par an, à la fin du Moyen-Âge, 100 jours par an pour le laïc de base. Pour un moine ou quelqu'un qui fait du zèle, c'était beaucoup plus. 100 jours par an à manger du poisson. À terre, on n'en avait pas beaucoup du poisson. Sur les littoraux, on pouvait se débrouiller, mais à terre, à part quelques poissons d'eau douce, c'était pas forcément évident. Et du coup, quand on a découvert comment fumer et saler le hareng, ça a été une véritable révolution. C'est aussi cette raison-là qui a conduit les Basques à chasser les baleines. On parlait des Basques qui chassaient les baleines, c'était pas pour le plaisir. C'est parce que c'était le lard du carême. Comme la baleine était un animal marin, on le considérait comme un poisson à l'époque, et donc on pouvait en manger pendant le carême. Et ça permettait d'avoir du gras pendant le carême. C'était la principale raison au départ. Au départ, parce qu'ensuite, la baleine, on en a fait l'équivalent de notre pétrole, des matières organiques à tout faire. Ça allait des paraffines, des lubrifiants, des matières plastiques, des parfums, mais aussi et surtout de l'huile de combustible pour les lampes à huile, etc. Et en fait, ce qui a sauvé les baleines, ça n'est certainement pas les réglementations qui sont arrivées beaucoup trop tard sur la chasse baleinière, mais tout simplement les ingénieurs qui ont découvert comment faire la même chose qu'on faisait avec les baleines avec du pétrole. Et d'un coup, on n'en a plus besoin, les prix se sont effondrés et on a arrêté de les chasser. Bon, au Pays Basque, il n'y en avait déjà plus. Enfin, déjà plus de l'espèce principale, qui n'est toujours pas revenue parce qu'elle met 260 ans, comme on disait, à vivre. Donc, elle met très longtemps à être mature. Et pour l'instant, elle est en très mauvaise posture. Il n'y en a que quelques centaines dans le monde. Mais par contre, d'autres espèces de baleines sont revenues en grand nombre, typiquement la baleine à bosse, les rorquals de mink, etc. Et ici, au large du gouffre de Cap-Breton, il y en a des dizaines tous les jours, des baleines qui passent. Et beaucoup, beaucoup. Alors, les harengs, il n'y en a pas trop ici. Par contre, il y a une autre espèce qui nourrit tout l'écosystème ici, c'est l'anchois.
l'anchois qui a besoin des eaux de l'Adour, hein, du côté eau douce, des sédiments et des nourritures, des nutriments véhiculés par l'eau douce pour se nourrir et se développer, et qui, chaque fin d'été, nourrit tout un écosystème très florissant qui est vraiment basé sur l'anchois. L'anchois va filtrer l'eau, hein, et ça a une bouche énorme, les anchois, pour filtrer l'eau. On dirait la grenouille dans le Muppet Show, un anchois. Vraiment, la bouche, elle est immense, immense. Quand on les voit sur les pizzas, on n'imagine pas, mais en fait, en vrai, on le voit un peu sur l'image, hein, la bouche, elle est fendue jusque-là, hein, c'est une très grande bouche. Avec ça, il filtre le plancton, et ça commence la chaîne alimentaire. Et après, il y a des animaux qui mangent les anchois, puis des animaux qui mangent les animaux qui mangent les anchois, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans l'océan, il y a plein d'échelons. Dans la chaîne alimentaire, elle est beaucoup plus complexe que celle sur Terre. Sur Terre, il y a 3 échelons. La plante, qui est le producteur primaire, qui prend de l'énergie du soleil pour faire, en gros, du sucre. Ensuite, l'herbivore, qui mange la plante pour prendre le sucre de la plante et l'utiliser. Et ensuite, le carnivore, qui mange l'herbivore. Et ça s'arrête là. Dans l'eau, le producteur primaire, en général le phytoplancton, donc des algues microscopiques, il a ensuite une dizaine d'échelons pour arriver à l'orque, au dauphin, au thon, à la baleine, etc. Plein d'espèces qui se mangent les unes les autres. Donc c'est des chaînes alimentaires beaucoup plus complexes que sur Terre. À propos de chaîne alimentaire, on va écouter là un animal qui a encore aussi une place importante dans la chaîne alimentaire et dans l'histoire de cette région d'ailleurs. Là, c'est pas encore le bruit, hein, ça c'est le micro. Le bruit, il est là. Toc, 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 toc. Alors, qui est là? Indice, c'est l'animal marin que vous rencontrez le plus souvent en général dans votre vie. Le dauphin, il y en a qui ont de la chance. C'est pas le dauphin. C'est pas la sardine, mais c'est l'idée. Alors, c'est celui que vous rencontrez le plus souvent à l'état frais. À l'état en boîte, c'est le thon, mais en fait, il y a plusieurs espèces de thon en boîte, donc ça compte pas vraiment. À l'état frais ou surgelé, d'ailleurs, c'est généralement le cabillaud, mais ça dépend des années. Il se dispute la première place avec le saumon, et ça dépend des années. Et à l'état purement surgelé, c'est le colin d'Alaska, qui est un substitut du cabillaud. Le cabillaud qu'on vient d'entendre, donc il fait du bruit. Comment il fait le bruit? Vous voyez sur cette photo, il a le ventre bien rond, c'est parce qu'il a la vessie natatoire qui est très gonflée. C'est une poche de gaz qui sert au poisson à monter et descendre dans l'eau, en la comprimant ou en la dilatant, comme un ballast. Et donc, il va utiliser cette poche de gaz pour tambouriner dessus avec un muscle, et ça fait comme un tambour, et ça fait le bruit qu'on vient d'entendre. Le toc-toc-toc qu'on vient d'entendre. C'est comme ça qu'il fait du bruit. Mais alors, comment est-ce qu'il entend? S'il fait du bruit, il vaut mieux que les autres puissent l'entendre. Il fait du bruit pour communiquer avec ses congénères, le cabillaud, donc il vaut mieux que les poissons s'entendent. Comment il entend? Il n'a pas d'oreille. Pendant longtemps, on a cru que tous ces animaux, ils étaient sourds parce qu'on ne voyait pas les oreilles. Mais maintenant, on sait qu'ils entendent. Alors, j'entends, c'est la ligne. Alors, effectivement, il y a une ligne sur le flanc des poissons. Ah, beaucoup de gens disent que c'est les ouïes. Ce n'est pas les ouïes. Hein. Les ouïes, il y a le mot oui, mais c'est un abus de langage. Les ouïes, elles couvrent les branchies, ça sert à respirer et à s'hydrater aussi. Mais ça ne sert pas à entendre. Hein. Ce qui permet d'entendre, il y a 2 organes en fait. Le premier, c'est la ligne latérale que vous voyez là. Tous les poissons, il y a une ligne comme ça sur le côté. On la voit bien sur le cabillaud. Et si on la regarde de près, ce n'est pas une ligne, c'est des petits pointillés. Et chaque petit point, c'est quoi? C'est un petit trou. Et au fond de ce petit trou, il y a une petite cellule avec un cil, exactement comme les cellules qu'il y a dans nos oreilles, et qui permet de capter les vibrations de l'eau. Dans nos oreilles, c'est les vibrations de l'air. Bref, ça permet de capter le son. Certaines fréquences sonores, les plus basses, parce que ça lui sert aussi carrément à mesurer les mouvements de l'eau et à mesurer sa propre vitesse. Comme ça, il sait à quelle vitesse il nage, le poisson. Ça capte les plus basses fréquences, les sons les plus graves, en gros. Pour avoir les sons plus aigus, il a un autre organe, le cabillaud. Mais ça, vous ne le verrez pas sur la photo parce qu'il faut lui ouvrir la tête pour le voir. C'est à l'intérieur de son crâne. Dans le crâne de tous les poissons, il y a des petites pierres qu'on appelle les otolithes, qui sont très dures. C'est des vraies pierres calcifiées.
Et ces pierres, elles vibrent du coup comme elles sont très dures. Quand une onde sonore arrive sur le poisson, l'onde sonore, comme le poisson principalement c'est de l'eau, c'est comme nous, c'est même pire que nous, c'est 80% de l'eau le poisson. Donc l'onde sonore, elle arrive sur le poisson, elle traverse le poisson comme si de rien n'était, parce que c'est de l'eau, c'est le même indice sonore. Là, ça conduit le son de la même façon. Mais là, quand elle arrive sur la pierre, l'onde sonore, elle la fait vibrer, parce que ça transmet le son différemment, la pierre, donc elle vibre. Et là, le poisson, comme ça, il arrive à sentir le son avec ces petites pierres. Dans la région, il y a un poisson qui s'appelle le maigre, qui fait énormément de bruit et qui entend très bien. Il a des otolithes énormes, et c'est un des premiers bijoux de l'humanité, les otolithes de poissons. C'est aussi un bijou qui était très prisé des Romains, et dans la région, il y a une villa romaine où on a retrouvé des bijoux faits avec les pierres du maigre, avec les otolithes du maigre, déjà à l'époque. On y prêtait toutes sortes de vertus thérapeutiques, etc. Alors le cabillaud, je vous ai dit, c'est l'animal que vous rencontrez le plus souvent dans vos vies. C'est un poisson qu'on consomme énormément, mais en fait, il n'y en a presque plus. Et historiquement, c'est un poisson qui a nourri l'humanité, lui aussi. C'est les Vikings les premiers à avoir découvert qu'on pouvait faire avec le cabillaud de la morue, c'est-à-dire de le saler et le sécher. Et ça permettait de le conserver à une époque où on n'avait pas de frigo, tout en gardant les propriétés nutritionnelles. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu voyager loin, les Vikings, qui sont allés jusqu'en Amérique vers l'an 1000. Ils ont découvert l'Amérique vers l'an 1000, les Vikings de Scandinavie. Et ils allaient donc d'un côté Amérique, ils pêchaient encore plus de cabillaud là-bas. Et puis ils allaient aussi de l'autre côté Europe. Là, c'était plus intéressant parce qu'il y avait des monastères, des villages, des églises, et ils pillaient. Et c'est en pillant l'Europe il y a eu quand même des échanges culturels et que les Vikings ont transmis la technique de la morue aux Européens. Et donc les Européens, génial, c'était l'époque, voilà, il y avait le carême tout le temps, il fallait trouver du poisson, donc découvrir cette morue qu'on pouvait saler, c'était formidable. Et c'est les Basques et les Bretons, les deux, mais beaucoup les Basques, qui se sont mis à pêcher la morue, les premiers, vers les années 1300 et quelques, et à découvrir des populations de morues de plus en plus loin, comme ça, pour alimenter ce commerce. Et alors, c'est pas sûr, c'est vraiment sujet à controverse même, mais c'est possible. Il y a des cartes anciennes qui sembleraient attester que ces pêcheurs basques, ils seraient allés jusqu'en Amérique, sur les bancs de Terre-Neuve, pour pêcher la baleine, mais surtout la morue, vers 1390, donc 100 ans avant Christophe Colomb. C'est pas complètement certain, il y a des discussions là-dessus, mais il est bien possible que quand Christophe Colomb est parti découvrir l'Amérique, il avait dans son bateau des poissons déjà pêchés en Amérique, des morues pêchées par les Basques en Amérique. Donc c'est un poisson qui, en tout cas, ensuite a nourri l'humanité, a été le moteur des grandes découvertes, de plein d'économies. Et il faisait partie du commerce triangulaire aussi. On l'exportait dans les colonies d'où on prenait les esclaves, etc. C'est pas réjouissant, mais c'était une grosse partie de l'économie. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on a des plats dans les cultures culinaires de pays aussi éloignés que le Brésil, les Caraïbes, l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal. Il y a des plats à base de morue dans leurs plats traditionnels, alors que jamais une morue n'a mis les nageoires ni au Brésil, ni aux Caraïbes, ni en Afrique de l'Ouest. Il y a même de la morue à l'auvergnate, alors que des morues en Auvergne, c'est quand même pas l'animal le plus fréquent. Ça nourrissait l'humanité, et pendant 5 siècles, on a pêché la morue toujours de la même façon, c'est-à-dire avec du fil et un hameçon. Et donc on en prenait, mais pas beaucoup, puis si elles étaient trop petites, on les relâchait. Et pendant 5 siècles, jusqu'aux années 80, on pêchait la morue comme ça. Et dans les années 80, on en pêchait 500 000 tonnes par an comme ça. Donc c'est énorme. On nourrissait beaucoup, beaucoup de monde, des pays entiers avec ça. Et puis, au milieu des années 80, et on s'est mis à la pêcher avec des chaluts motorisés, où là, on pouvait prendre un banc entier sans laisser de survivants. Et là, en même pas 10 ans, la population de morues qui nourrissait l'humanité, on est passé de 500 000 tonnes à 2 millions de tonnes au plus fort de l'exploitation. Et là, en fait, on a fait disparaître cette population en 5-10 ans. Il n'en reste plus, c'est plus revenu parce que y a des seuils qu'il ne faut pas franchir dans les équilibres naturels comme ça. Et tant qu'on reste en dessous, qu'on ne dépasse pas la limite, la population, elle peut se reconstituer. Mais là,
les chaînes alimentaires, elles sont tellement complexes dans la mer, je vous parlais de dizaines d'échelons, mais du coup, il y a des espèces qui ont pris la place de la morue à certains stades de son cycle de vie. Typiquement le homard, vers Terre-Neuve, où il y avait cette population de morues immense. Les homards étaient régulés par les morues, et au moment où les morues ont commencé à complètement disparaître, eh ben, les homards ont pris leur revanche et se sont mis à manger, les larves de homards se sont mises à manger les œufs des morues. Et résultat, maintenant, on a une population qui est dominée par les homards. Alors, on pêche beaucoup de homards à Terre-Neuve, il n'est pas cher du tout, vous en trouvez à 12 € chez Picard surgelé, mais la morue, par contre, elle n'est jamais revenue. Alors, vous me direz, elle n'est jamais revenue, mais enfin, j'en ai mangé hier, il y en a chez mon poissonnier, il y en a au supermarché, etc. Oui, parce qu'on est un pays riche. Et donc, on s'est accaparé les dernières populations de morues en bonne santé, qui sont d'ailleurs relativement bien gérées. Hein. Là, c'est des morues qu'on a principalement pêchées en Islande, en Norvège, des cabillots qui sont relativement bien gérés, donc assez abondants. Mais c'est des petites populations comparées aux 500 000 tonnes par an qui étaient à Terre-Neuve. Tout le gros de la population, il a disparu. Et ça fait qu'ici, nous, on ne voit pas la différence, comme souvent avec les problèmes environnementaux. Hein. Dans les pays riches, on ne voit pas la différence. Le réchauffement climatique, on mettra la clim. Par contre, au Bangladesh, ça va être des millions de morts. Ben, c'est un peu pareil pour la morue, vous voyez. Ici, on ne voit pas la différence. Par contre, vous allez en Afrique de l'Ouest, il y a eu des crises monstrueuses parce que ces poissons qui nourrissaient tout le monde, du jour au lendemain, il n'y en avait plus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à essayer de pêcher des espèces locales, mais qui n'étaient pas du tout aussi abondantes. Donc, on a surpêché des espèces locales. Ça a ensuite mis au chômage des gens qui pratiquaient d'autres pêches, d'autres espèces qui étaient reliées sur le littoral. Ça a restructuré toute la société dans certains pays, certaines régions. C'est une catastrophe totale. Donc, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire avec un poisson. Pas dépasser la limite de ce que l'océan peut nous offrir. Pour la petite histoire, là, la photo, c'est Saint-Pierre et Miquelon. C'est l'archipel où la France pêchait la morue au large du Canada. Ces 3 îles dont vous faites chacune le tour à pied en une demi-journée, si vous marchez bien, hein, c'est vraiment des cailloux. Hein, ils appellent ça le caillou, les locaux. Et ben, à l'époque où la France possédait à peu près un quart de la planète en empire colonial, c'était la colonie qui rapportait le plus à la métropole, avec la morue. Donc plus que toute l'Indochine, l'Afrique de l'Ouest, etc. C'est pour vous dire une idée d'à quel point c'était monstrueux. Et c'est un tel traumatisme là-bas, du jour au lendemain, toute l'île s'est retrouvée au chômage, hein, tout l'archipel. Donc c'est un tel traumatisme qu'encore aujourd'hui, dans le livre d'histoire, les pages qui correspondent à l'année de l'effondrement de la morue, la décennie de l'effondrement de la morue, elles sont censurées. Elles sont supprimées du livre d'histoire de l'archipel là-bas. Alors, on va écouter un animal qui vit là-bas d'ailleurs, mais qui vit aussi sur les côtes françaises, mais il ne descend pas jusqu'ici. Il s'arrête un tout petit peu plus haut sur le littoral, un tout petit peu plus au nord. Est-ce que vous l'avez, celui-là? C'était un prédateur de la morue, d'ailleurs. C'était le phoque, mais sous l'eau, qu'on vient d'entendre. Donc ça fait un bruit un peu d'extraterrestre, mais c'est parce que c'est sous l'eau. Ça nous donne une idée de comment les bruits peuvent être vraiment différents hors de l'eau et sous l'eau. Vous voyez, sous l'eau, le phoque, ça fait un bruit complètement dingue. Hors de l'eau, ça va faire plutôt des aboiements ou des sortes de grognements qu'on connaît. Alors, c'est un peu l'exemple inverse de la morue. Le phoque, on l'a protégé juste à temps. Et aujourd'hui, il est super abondant en France. Encore il y a 20 ans, vous voyez un phoque, vous pouviez signaler à la télé. Hein. C'était quelque chose d'absolument exceptionnel. 20 ans, non, 25 ans. Ça a commencé à revenir il y a 20 ans. Et en 20 ans, la population, elle est maintenant florissante. Il y a même certaines régions où il y en a probablement un peu trop par rapport à d'autres espèces, comme certains poissons. Parce que voilà, quand on protège un animal suffisamment, il revient. Alors, où est-ce qu'il y a des phoques aujourd'hui? Baie de Somme, tous les estuaires picards, donc baie d'Authie, de Canche, le nord de la France, Bretagne, Cotentin, baie du Mont-Saint-Michel, en fait, en gros, toutes les côtes jusqu'à la Vendée. Vous avez des phoques aujourd'hui. De 2 espèces, le veau marin, qui s'appelle comme ça parce qu'il avait le goût de veau à l'époque où on le mangeait. Il a été mangé presque jusqu'au dernier. Et le phoque gris, qui est beaucoup plus grand, qu'on trouve plutôt côté Bretagne. Il y a une 3e espèce en France, qui est le phoque moine, qui vivait en Méditerranée, et dont d'ailleurs la ville de Marseille tire son nom de cité phocéenne, parce qu'elle a été fondée par les phocéens, qui étaient des chasseurs de phoques,
qui vivaient côté... c'était des Grecs, mais qui vivaient en Asie mineure, c'est-à-dire en Turquie. Et ces Phocéens, les Grecs, ont fondé la ville de Marseille en partenariat avec des Gaulois. Mais à Marseille même, il y avait des phoques aussi. Les phoques moines, ils vivaient dans les calanques de Marseille. Les derniers de métropole ont disparu dans les années 70. Les derniers phoques moines ont disparu de Corse et du littoral vers Port-Cros. Il en restait un peu dans les années 70. Eux, pour l'instant, ne sont pas revenus, mais la population, pareil, a été protégée. Il en reste un peu en Grèce et c'est en train de s'améliorer aussi. Donc, c'est pareil, un animal qu'on a réussi à sauver à temps, les phoques. Ça, là, c'est le bruit des phoques gris hors de l'eau. On les surnomme les loups marins parce que ça grogne un peu comme un loup. Mais écoutons un animal avec un bruit hors de l'eau. Là, je vais vous le faire écouter. C'est un animal qui vit dans le gouffre de Cap-Breton, qui est même très nombreux en été ici. Et je vous le fais écouter. Je pense que peu de gens vont le reconnaître, mais que comme ça, quand vous le réentendrez, vous le reconnaîtrez tout de suite. Et ça, c'est pratique parce que comme ça, vous vous souviendrez de son histoire quand vous l'entendrez, ce bruit-là, au bord de la mer. C'est un bruit qu'on entend hors de l'eau, donc il n'y a même pas besoin de mettre la tête sous l'eau pour l'entendre, lui. Voilà. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a ? Mouette, dauphin, le gabian, baleine à bec. Baleine à bec, vous avez peu de chance de l'entendre. C'est un des animaux les plus rares au monde, mais il y en a dans le gouffre de Cap-Breton, plusieurs espèces même. Et c'est un des seuls endroits où elles sont observées. Baleine à bec, c'est comme une sorte de dauphin géant avec des dents comme un sanglier qui lui sortent de la bouche. C'est un animal très bizarre, mais c'est quasiment jamais observé. C'est pas la baleine à bec. Non, là, je vous donne vraiment un son que vous pourrez entendre partout au bord de la mer dans le monde entier, facilement lors de vos prochaines vacances, ici peut-être, sortie en bateau, surtout sur les côtes la nuit, là où il y a des falaises. Une fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit le nom latin de l'animal. C'était pas le même qui avait dit la vache, mais je vais vous le faire montrer un dessin d'à quoi ça ressemble. C'est un oiseau qui s'appelle le puffin. Alors le puffin, c'est l'équivalent, mais dans nos régions à nous, d'un oiseau tropical qui est un peu plus connu du grand public, qui s'appelle l'albatros. Les albatros, alors il y a des images là, vous voyez, c'est ces grands oiseaux qui passent leur temps à planer. Le puffin a exactement le même mode de vie, il est juste plus petit, mais c'est vraiment un cousin très proche, c'est la même chose. Et c'est un animal, le puffin comme l'albatros, c'est la même histoire, qui ont un mode de vie très romantique parce qu'ils sont en couple pour la vie, mais ils se voient qu'une fois par an. C'est peut-être la raison de la longévité du couple. Ils passent leur temps en solitaire dans l'océan, en fait, à planer. C'est des oiseaux qui peuvent passer presque 1 an sans se poser. Ils passent tout leur temps à planer, ils dorment même en planant. Tant qu'ils ont du vent, ils planent. Ils utilisent l'énergie des vagues, l'énergie du vent au-dessus des vagues, en fait, des différences de vitesse du vent, pour utiliser une sorte de technique de vol à voile qui leur permet de rester en vol en permanence sans avoir à battre des ailes. Et donc ils planent comme ça, ils se nourrissent en mer, ils passent tout leur temps au large. Et puis, à un moment de l'année, ils se retrouvent avec leur partenaire, toujours au même endroit, toujours au même moment. Ils élèvent un petit, ça les épuise, et après, ils retournent, chacun de son côté. Mais ils sont extrêmement fidèles. Il y a une femelle qu'on a marquée, ça fait 74 ans qu'elle revient au même endroit avec le même partenaire. Alors, le ou la même partenaire, parce que quand ils ont un problème qu'éventuellement le mâle meurt, par exemple, et ben la femelle peut se mettre en couple avec une autre femelle. Il y a des couples aussi homo chez ces oiseaux-là. C'est des oiseaux qui ont un mode de vie assez exceptionnel et chaque espèce a une zone de nidification souvent très restreinte. Donc l'endroit où toute une espèce va nicher, ça peut faire la taille de cette pièce. Toute l'espèce niche là, des milliers. Et puis après, ils vivent par contre dans le monde entier. Il n'y a qu'un truc qu'ils ne peuvent pas faire, surtout les albatros qui sont les plus grands de ces planeurs, c'est traverser l'équateur. Parce que comme il leur faut du vent tout le temps,
À l'équateur, il n'y a pas de vent. Il y a cette zone que les navigateurs appellent le poteau noir. On entend parler dans le Vendée Globe, où ils arrivent à l'équateur. Là, il n'y a plus de vent, donc c'est terrible. Et ben, pour ces oiseaux-là, s'il n'y a pas de vent, ils sont obligés de s'arrêter, de se poser sur l'eau. Et là, s'ils doivent décoller à la seule force de leurs ailes, il leur faut plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres à s'épuiser pour essayer de décoller. Donc, il leur faut absolument du vent. Du coup, les albatros, comme ils nichent que dans l'hémisphère sud, sauf une espèce qui niche au Japon, eh ben, ils sont cantonnés à l'hémisphère sud. Et vous verrez très, 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 très rarement un albatros dans l'hémisphère nord, à part autour du Japon et donc dans le Pacifique Nord. Mais du coup, il ne peut pas passer dans l'Atlantique parce qu'il faudrait qu'il passe par l'équateur pour ça. Comme il ne voyage que sur la mer, il lui faut des vagues pour voyager. C'est des oiseaux incroyables. Alors les puffins aussi, vous pouvez voir qu'ils ont une boule au-dessus du bec. Les albatros aussi, ils ont des narines tubulaires, des narines en forme de tube. C'est des narines très puissantes qui leur permettent de sentir une odeur au-delà de la ligne d'horizon, très très loin, des centaines de kilomètres, mais qui leur permettent aussi de dessaler l'eau de mer. Bah oui, parce qu'ils vivent au large. Donc ils n'ont pas d'eau, ils ne vont pas aller à la rivière pour boire comme un chevreuil. Ils vont boire l'eau de mer et ensuite ils éternuent avec leurs narines spéciales et ça enlève le sel. Le fonctionnement des narines est extrêmement complexe. C'est vraiment une merveille de l'évolution. C'est un oiseau qui, du coup, a calqué son mode de vie en partenariat avec un poisson qui a exactement un mode de vie très similaire. C'est-à-dire que le puffin, l'albatros, ils ne peuvent jamais s'arrêter de voler, même quand ils dorment. Ils se sont donc alliés avec le thon, qui lui ne s'arrête jamais de nager. Le thon, c'est un poisson qui nage en permanence. Toute sa vie, il va faire que nager. Il ne peut pas s'arrêter. S'il s'arrête, il coule et il se noie. C'est quand même la honte quand on est un poisson. Du coup, il nage. Et en fait, pourquoi ça? Parce que, alors, si je vous demandais d'imiter un poisson, vous feriez... Et en fait, vous imiteriez tous les poissons sauf le thon. Parce que le thon, justement, il ne peut pas battre des ouïes pour oxygéner ses branchies comme le font quasiment tous les autres poissons. Il n'a pas les muscles pour le faire, donc il ouvre la bouche et il nage droit devant lui le plus vite possible en permanence. Donc il est très adapté à faire ça. C'est une merveille de l'évolution, le thon. Je me loupe avec les images. Voilà. C'est qu'un gros faisceau de muscles. Tous les muscles sont rattachés au pédoncule caudal, donc toute la puissance. Si vous voyez une tranche de thon, vous voyez, ça fait des anneaux. En fait, c'est des muscles qui sont en fuseau, comme ça. Et tous ces muscles qui sont reliés par des tendons, tous, au niveau de la queue, juste là. Donc toute la puissance du thon, elle est transmise à cet endroit-là. Ça fait que le poisson, il a énormément de force. Un thon, même de 3-4 kilos, si vous l'attrapez par la queue, comme ça peut vous casser un poignet s'il se met à vibrer de tous ces muscles. Donc c'est un animal extrêmement, extrêmement puissant. Et du coup, il peut nager, il peut traverser l'Atlantique en à peu près un mois, le thon. Il fait 200 km par jour dans sa vie, en permanence, tous les jours. Alors ça consomme énormément de nourriture aussi, pour alimenter tout ça. Et c'est un animal, alors il a une autre particularité. À votre avis, combien il a d'yeux, le thon? Alors, j'entends beaucoup de gens qui disent 2. C'est pas vrai. C'est faux. Rassurez-vous, beaucoup de gens se sont trompés à cette question. Aristote, le premier qui s'y intéressait, pensait qu'il n'avait qu'un seul œil, que l'autre œil ne marchait pas parce qu'il voyait qu'il migrait toujours dans le même sens en Méditerranée. Et migration du thon, c'est très mystérieux encore aujourd'hui. Et il se disait, c'est qu'ils doivent garder la côte d'un côté parce qu'ils ne voient pas de l'autre, quoi. Bon, c'est pas vrai, hein. Mais il avait faux. Vous aussi, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3. Alors, où est-ce qu'il est le troisième œil du thon? En fait, si vous observez bien un thon un jour où il y a du soleil, vous verrez que la tête, là, elle n'est pas opaque. Elle est un peu translucide. La lumière, elle passe à travers. Et si vous voyez le crâne d'un thon, en fait, il y a une fente au milieu, là. Le crâne, il est fendu. La lumière, elle passe à travers et elle va taper la glande pinéale, qui est une glande du cerveau qui va analyser la lumière. Alors, à quoi ça va servir au thon? Ça va lui servir à s'orienter dans ses migrations. En fait, il fait le point avec ça. Faire le point, c'est utiliser l'angle du soleil pour savoir où on est sur le globe terrestre. Et pour ça, il faut le faire au moment où le soleil se lève et au moment où le soleil se couche. Et le thon, il va monter en surface exactement à ce moment-là pour analyser la lumière, la polarisation de la lumière. Et avec ça, il fait une sorte de calcul et c'est son GPS en gros. Donc c'est assez fabuleux. Et d'où ça vient? C'est un vestige d'un troisième œil que tous les poissons ils avaient au départ. Et comme le thon, il descend des tout premiers poissons, comme nous, comme vous, comme votre chat, votre canari, eh ben, il a cette glande pinéale qui est un vestige de ce troisième œil.
et qui lui sert encore comme ça à analyser la lumière. Il y a d'autres animaux du gouffre qui ont ça aussi. Les lamproies marines qui remontent notamment dans l'Adour. Il en remonte plus beaucoup, mais il en remonte. Elles sont quasiment comme à l'époque des tout premiers poissons. Et le troisième œil, il est très visible. Il a même une sorte de lentille et il analyse les couleurs. Elles peuvent voir avec, en gros. Elles ne voient pas très net avec cet œil-là, mais elles s'en servent pour voir les couleurs. Comme ça, elles voient à quelle profondeur elles sont. Elles calculent à quelle profondeur elles sont avec cet œil. Autre animal du gouffre qui l'a, la tortue-lutte. Elles ont toutes le front un peu rose, les tortue-luttes, comme si elles s'étaient prises un coup de soleil. En fait, c'est comme le thon. C'est une fenêtre pinéale qui permet à la lumière de rentrer. La peau, elle est moins épaisse au-dessus de leur tête. Le crâne en dessous, il est fendu. Et elles analysent la lumière comme ça. Nous, on descend aussi de ces premiers poissons. Il y a un moment où on était des lamproies, plus ou moins, nos ancêtres, très lointains. On avait 3 yeux. Où est passé notre troisième œil ? Il a été recouvert par le crâne, mais la glande pinéale, on l'a toujours. Et miracle de l'évolution, au fur et à mesure que le crâne l'a recouverte, elle s'est connectée à nos nerfs optiques, à nos yeux. Et ça fait que, du coup, elle analyse toujours la lumière. Et c'est cette glande-là qui nous donne un regain d'énergie quand les journées elles rallongent au printemps et qui nous rend fatigués l'automne quand les journées raccourcissent. En gros, c'est cette glande-là qui va nous dicter nos rythmes circadiens, donc les rythmes de la journée en fonction de la lumière, etc. Donc, c'est un vestige de quand on était des poissons. Voilà, tout simplement un souvenir de cette époque-là où on vivait dans l'eau. Alors, un dernier petit son pour la route. C'est encore un poisson qui vit ici, ça qu'on peut entendre ici. Pas loin. Non. C'est le grondin, qu'on appelle grondin parce qu'il gronde, tout simplement. C'est un poisson, vous voyez, comme sa tête, elle peut sécher très facilement. Enfin, tout l'animal, on peut le sécher facilement. Les artistes l'utilisaient beaucoup comme modèle. Donc, on le voit dans plein d'œuvres d'art anciennes depuis le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Après, on a eu des images de poissons facilement. Donc, on pouvait prendre plein de modèles comme image du monde marin. Mais l'image du monde marin, ça a longtemps été un problème parce qu'on ne savait pas à quoi ça ressemblait quand on ne vivait pas au bord de la mer. Même quand on vivait au bord de la mer, on ne voyait que ce qu'on pêchait. Le masque de plongée a été inventé dans les années 30. Les plongées en scaphandre, c'est 19e siècle en gros que c'est apparu. L'aquarium, 1840. C'est une femme, une Française qui l'a inventé. Une scientifique, en 1840. Avant ça, on ne savait pas à quoi ça ressemblait tout ce qu'il y avait dans la mer. Et donc, heureusement, on avait de temps en temps des grondins séchés. C'est un poisson qui ne se périme pas, donc on pouvait se le passer, le garder un peu longtemps, le temps de faire des sculptures, des peintures, etc. Donc ça a longtemps été notre idée de l'image d'un monstre marin. C'était le grondin. Vous pouvez en voir dans plein de musées, de fontaines publiques, etc. etc. Alors, bon, il y a d'autres sons là, mais on pourra faire entendre si vous avez des questions dessus. Mais juste pour finir sur ce son du monde marin. Tous les sons qu'on vous a fait entendre aujourd'hui, c'est des sons que vous pouvez entendre en mettant la tête sous l'eau avec vos propres oreilles. Ils n'ont pas été trafiqués, modifiés, arrangés, quoi que ce soit. C'est des sons comme vous pourriez les entendre dans la mer. Celui qu'on entend très facilement en plongée, c'est celui-là. C'est tout ce qui est oursin qui grignote les roches. Aussi les crabes, les crevettes, ça fait des bruits similaires. Ça, c'est le bruit de fond que vous entendrez le plus souvent dans la mer. Mais si vous êtes dans une zone où il y a des poissons, toutes sortes de poissons, il peut y avoir beaucoup de bruit. Notamment le maigre, là, le grognement grave qu'on entend, c'est le maigre, ça on en a ici. Vous voyez, ça, un vrai vacarme. Et ce vacarme, il a une fonction biologique importante. Notamment, c'est comme ça que les larves de poissons, les bébés poissons, vont retrouver leur récif corallien. La plupart des poissons, ils larguent leurs œufs en pleine eau et les œufs, ils sont abandonnés au gré des courants. Après, ils doivent se débrouiller pour retrouver l'endroit où habiter. Et donc, les jeunes poissons vont retrouver le récif comme ça, à l'oreille. Donc, c'est important, le son sous l'eau. Ça a plein de fonctions biologiques importantes. Et c'est pour ça que cette espèce-là, que vous entendez là, vous voyez ce que c'est ? Non ? Il y a un gros indice sur la photo. L'être humain, là c'était un moteur de bateau, mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait de plus bruyant sous l'eau, les moteurs de bateau. C'est plus les explosions sous-marines, les forages pétroliers, etc. Mais cette espèce-là, elle a un impact qui peut être très important.
Les gros bruits très importants qu'on peut faire, ça peut même rendre sourds certains animaux. Si c'est des animaux comme les dauphins qui se repèrent entièrement grâce au son, être sourd, c'est comme pour nous être aveugle. Donc ça peut être un impact très important. D'autres bruits vont avoir des perturbations variées. C'est des choses qu'on commence tout juste à découvrir parce que, vous voyez, encore dans les années 60, Cousteau, il titrait « Le monde du silence ». Aujourd'hui, on est plutôt à compter les rares animaux qui ne font pas de bruit sous l'eau. Donc, on commence tout juste à se rendre compte de notre impact sonore sous-marin. Mais il est important. Un gros bateau porte-container, ça fait autant de bruit sous l'eau qu'un avion au décollage, sauf qu'on l'entend à 120 km, le bateau. Si on entendait à 120 km tous les avions au décollage, il n'y aurait nulle part sur l'Europe qui serait habitable. Là, on est toujours à 120 km d'un avion. Donc, vous imaginez sous l'eau. Ça vous donne un exemple, ça vous donne une idée à peu près de l'impact de ce son. C'est important. Il y a sûrement certains impacts qui sont plus importants qu'on peut le croire, d'autres qui sont moins importants qu'on peut le croire. C'est en train d'être étudié, peu à peu on découvre. C'est un nouvel enjeu assez important. Alors, ça c'est un enjeu qu'on ne maîtrise pas bien. Dans l'océan, il y a plein d'enjeux environnementaux qui sont importants, c'est quand même important d'en parler. Le réchauffement climatique, c'est le plus gros problème évidemment, mais c'est l'enjeu du siècle aujourd'hui. C'est vraiment la priorité absolue, mais c'est aussi le plus difficile à régler pour la planète, parce qu'il faut changer tout notre mode d'économie. Il y a un autre problème beaucoup plus simple à régler dans l'océan, qui est la surpêche. Parce que ça, on la connaît, la solution. On a vécu en harmonie avec l'océan, à pêcher durablement pendant plusieurs dizaines de millénaires, l'humanité. Donc on sait quand même comment faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en consomme trop du poisson. En quelques chiffres, en France, on est à 35 kilos par an et par habitant. C'est complètement débile en plus parce qu'on importe 75% de notre poisson et on exporte aussi une très grosse partie du poisson qu'on pêche à l'étranger parce que ce n'est pas les mêmes marchés pour essayer de maximiser le profit, etc. C'est complètement stupide, mais c'est comme ça. Il faudrait être à 8 kilos pour sauver la ressource, pour ne pas prélever plus que la mer peut nous offrir. Voilà, c'est un chiffre. Le calcul, il est simple. Il faut diviser. Le problème, ce n'est pas que qu'on en mange trop, c'est qu'on mange aussi toujours les mêmes espèces. Le thon en boîte, le saumon et le cabillaud, le surimi, qui est une pâte de poisson faite principalement avec du merlan bleu, un poisson qu'on ne mange même pas autrement. On mange toujours les mêmes espèces, mais ça fait que du coup, en pêche, le pêcheur, il va vendre toujours les mêmes espèces. Et donc, il va jeter tout le reste parce que personne n'en veut. Donc, varier les poissons qu'on consomme, c'est intéressant. Parce que si on ne sait pas quel poisson consommer, déjà prendre celui qu'on n'a jamais goûté, varier, on ne met pas toujours la pression sur la même espèce. Et donc un pêcheur qui, au lieu de pouvoir vendre que le cabillaud et jeter tout le reste, il va vendre tous les poissons qu'il a à portée de main, il va donc pouvoir mieux en vivre et il a besoin de moins pêcher. Donc ça, c'est une solution intéressante de diversifier les poissons qu'on consomme. C'est assez important. Mais je vais vous donner quand même 2-3 autres idées. Alors le saumon, quand je dis le saumon, c'est un des plus consommés, c'est principalement le saumon d'élevage. C'est des élevages pas très recommandables, assez polluants, donc c'est à consommer avec modération, le saumon d'élevage. Il y a du saumon sauvage qu'on pêche tout près d'ici. Est-ce que c'est bien d'en consommer? Pas du tout, c'est un des animaux les plus menacés qui soit. Il y a 5 ou 6 ans, quand je commençais à faire cette conférence, je disais c'est aussi menacé que du panda, donc bouffer plutôt du panda, c'est meilleur et c'est meilleur pour la planète. C'était une blague. Aujourd'hui, ça n'est plus une blague. Il y a moins de saumon dans l'Adour que de panda. Donc, je vous le dis en toute sincérité, bouffer plutôt du panda, c'est meilleur pour la planète. Et ça a goût de bambou en plus. Alors, autre poisson qu'on pêche un peu dans le coin. Alors, paradoxalement, pour ce poisson-là, la pêche dans le coin, elle est plutôt durable, mais enfin, elle est traditionnelle et à petite échelle. C'est d'autres problèmes que rencontre ce poisson. Mais cette pêche, elle s'ajoute à tellement de problèmes que ce poisson, il est en train de disparaître. Donc, il ne faut plus le pêcher, non seulement, mais en plus, il ne faut plus le consommer. C'est... Oups, il a disparu. C'est l'anguille. L'anguille, c'était un des poissons les plus abondants de la planète. C'était un poisson sur 2 dans nos rivières. C'était une anguille en biomasse jusque dans les années 70. Ils ont aujourd'hui quasiment disparu. C'est, pour schématiser, moitié à cause des barrages, moitié à cause de la surpêche. Surtout la surpêche des juvéniles, ce qu'on appelle les civelles, qui sont exportés
pour le marché asiatique, parce qu'en Asie, ils ont mangé toutes leurs anguilles. On ne sait pas les élever, les anguilles, parce qu'elles naissent toutes dans la mer des Caraïbes, dans la mer des Sargasses. Donc c'est au niveau des Bermudes, quoi, des Caraïbes. Elles naissent toutes là-bas et on ne les a jamais vues naître. Donc toutes les anguilles qu'on a chez nous, hein, c'est complètement fou, mais c'est comme ça. Et donc on ne sait pas les élever. Donc on est obligé d'attraper des jeunes et de les engraisser pour avoir des anguilles sous la main. Et donc ça, malheureusement, on le fait beaucoup trop et elles sont en train de disparaître. 90% des anguilles qu'on avait dans les années 70 sont disparues aujourd'hui. Donc ça, il y a quelques espèces comme ça qui sont à éviter. Mais pour beaucoup d'autres espèces, c'est bien plus compliqué. Par exemple, le bar, ça va dépendre de comment il est pêché. Parce que certains types de pêche vont avoir un impact. Il y a des filets, par exemple, qui vont tuer beaucoup de dauphins quand il est pêché sur ces zones de reproduction en hiver, qui vont aussi surpêcher le bar, parce qu'en hiver, c'est le moment où il se reproduit, donc ça va le menacer. Et puis par contre, si vous le pêchez en octobre, au filet ou même surtout à la ligne, ça va être un produit très durable qui permet toute une économie de pêche durable. Donc parfois, c'est très compliqué. Et donc, ce qu'il faut, c'est se renseigner. Et heureusement, aujourd'hui, on a Internet. Alors, il y a 30 ans, ça aurait été très compliqué d'expliquer ça et de dire ensuite aux gens, débrouillez-vous et devenez des experts en poissons. Aujourd'hui, en un clic, il y a des applis. Par exemple, il y en a une très efficace qui s'appelle Éthique Océan. C'est gratuit. Et sur Internet, vous regardez avant d'acheter du poisson. C'est un réflexe à faire. Et ça vous dira la saison, si la population de poissons elle est surpêchée, si elle n'est pas, etc. Globalement, c'est bien de varier les poissons, de consommer plutôt du local. Ici, on a la chance qu'il y ait des pêcheurs qui vendent directement depuis le bateau. Donc, c'est toujours mieux, c'est moins d'intermédiaires, c'est beaucoup préférable. C'est aussi une bonne chose de privilégier les petits poissons plutôt que des gros. Hein, si on était dans la savane, on ne mangerait pas les lions d'abord, on mangerait des gazelles, parce qu'il y en a tout simplement plus. Et ben c'est pareil dans l'océan. Donc il vaut mieux manger en gros des anchois que des thons. En plus, c'est bien meilleur pour la santé, hein, au niveau du mercure. C'est des milliers de fois moins contaminé. Donc c'est quand même préférable. Globalement, petits poissons, se renseigner. Si vous n'êtes pas ici, que vous n'avez pas la chance d'habiter à l'année au bord de la mer où il y a des bateaux, une chose est intéressante aussi, c'est un circuit court qui s'appelle Poiscaille. Il y en a à peu près dans toutes les villes et même villages de France. Hein. Ils distribuent partout et ils font l'intermédiaire entre les pêcheurs directement et les consommateurs en ne privilégiant que de la pêche durable. Parce que même quand on achète au cul du bateau au bord de la mer, on n'est pas forcément sûr que ce soit de la pêche durable. Parfois, c'est des bateaux qui ne respectent pas toujours la ressource, etc. Souvent, c'est quand même des plus petits bateaux, donc c'est meilleur, mais petit ne veut pas forcément dire respectueux. Avec Poiscaille, au moins, on est sûr que c'est que des méthodes de pêche durable. Donc, et c'est des produits d'excellente qualité. Forcément, c'est plus cher. Hein. C'est un peu plus cher, on ne va pas se le cacher, que d'acheter n'importe quoi au supermarché. Mais ça va vous faire aussi découvrir des plaisirs culinaires, des poissons que vous n'auriez jamais connus autrement. Et ça vaut vraiment le coup. On peut soit s'abonner et recevoir des paniers tous les jours, enfin, ou pas tous les jours, mais je veux dire régulièrement, tous les mois, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, comme vous voulez. Soit on peut tout simplement commander en mode boutique en ligne et c'est livré dans des points relais près de chez vous. Donc c'est super pratique. Voilà, donc c'était la petite minute écolo. J'ai absolument pas d'action chez Poiscaille. Et il vaut mieux pas d'ailleurs parce qu'ils galèrent malheureusement tous ces systèmes-là économiquement. Ils s'en sortent, mais tout juste, quoi. Ça tient, mais il faudrait que ça fasse plus que tenir. Il faudrait que ça soit la norme. Et c'est le reste qui ne devrait pas exister, en fait. J'espère que cette petite plongée dans le monde marin vous a plu. C'était important de parler de sa préservation, mais surtout de garder en tête qu'il y a des choses absolument merveilleuses à voir. Dans le gouffre de Cap-Breton, donc on a vu certaines espèces, il y a des trésors de biodiversité. Ce n'est pas la peine d'aller à l'autre bout du monde. Il y a des choses merveilleuses juste chez nous. J'espère vous en avoir raconté quelques-unes aujourd'hui. Et maintenant, on peut échanger si vous avez quelques questions, etc. On peut discuter ensemble. Merci. Alors, une écrevisse, non, j'en ai pas, mais j'ai effectivement une langouste, si vous voulez. Vous l'avez vu passer, c'est ça, et vous vous êtes dit, il faut l'entendre. Enfin, vous allez voir, vous allez entendre, c'est pas très mélodieux, la langouste. Mais du coup, on va faire la langouste. Alors, c'est pas juste pour vous la faire entendre. Ce qui est intéressant avec la langouste, c'est que c'est le seul animal au monde à produire du son sur le principe du violon.
Le violon, c'est le principe des cordes frottées. On frotte une corde et ça produit du son. Et ça, c'est un principe physique en fait qui n'est pas anodin du tout. Parce qu'en général, quand on frotte des choses, elles ne font pas de bruit. Et donc c'est un phénomène très particulier qui fait que la langouste arrive à faire du bruit. Elle, son archet, c'est son antenne et son violon, c'est sa carapace. Mais la physique qui est derrière, on ne sait toujours pas vraiment la comprendre complètement aujourd'hui. Donc c'est un animal qui a des secrets de la science entre ses pattes. On dit qu'elle stridule. Non, justement, elle ne stridule pas. La stridulation, c'est le principe de la crécelle. Ce qui va striduler, je veux dire techniquement, on dit que la langouste stridule parce que ça nous évoque un bruit stridulé comme les cigales. En gros, la stridulée, c'est les cigales. Ça nous évoque ça. Mais techniquement, d'un point de vue de physique, elle ne stridule pas. La stridulation, c'est le principe de la crécelle. Une crécelle, c'est quoi? En gros, c'est des lames qu'on va faire vibrer en les faisant passer, en les grattant avec un objet. Et en les grattant, on les met en mouvement, elles vibrent. Et ça, c'est comme ça que marchent les crécelles, c'est comme ça que marchent les criquets, les cigales, tous ces animaux-là dont on dit qu'ils stridulent. Il y a des poissons aussi qui stridulent. Des poissons-chats, par exemple, les poissons-chats d'Amazonie, les poissons-chats marins aussi, ils ont des nageoires pectorales qui ont comme une petite crécelle avec une partie osseuse qui est à la base, et ça stridule. Mais la langouste, elle ne stridule pas. Elle produit du son par corde frottée, avec des principes de frottement. Vous avez parlé dans un de vos ouvrages de la pêche au thon au large de la Libye et de l'intervention de Kadhafi. Est-ce que vous pourriez me rappeler un peu l'histoire là derrière? Je vois qu'il y a des gens qui lisent très précisément mes ouvrages, ça me touche, parce que c'était un tout petit paragraphe et effectivement ça peut mériter d'être plus expliqué. C'est une longue histoire, le thon, on pourrait faire toute une conférence dessus. Les thons qu'on a ici au large de Cap-Breton, vous savez peut-être qu'ils sont extrêmement abondants maintenant, ils sont quasiment tous nés en Méditerranée. L'endroit où ils se reproduisent, c'est la Méditerranée. Et le problème, c'est que comme c'est l'endroit où ils se reproduisent, à un moment donné, après la guerre, on a voulu moderniser la plupart des techniques de pêche à coup de subventions. On s'est imaginé que pêcher plus, c'était la meilleure voie possible, la croissance. On oubliait que la croissance dans un monde qui est fini, c'est voué à l'échec. Hein. Ça, c'est la physique qui nous le dit, c'est pas moi, c'est pas la politique. Hein. Une variable qui croît à l'infini dans un monde fini, ça n'existe pas, nulle part. Donc, on s'est mis à pêcher de plus en plus de thon en allant les pêcher directement où ils se reproduisent. Et où est-ce qu'ils se reproduisent? C'est principalement au large de la Libye, il y en a un peu au large des Baléares. Et donc Kadhafi, en l'occurrence, et le régime de Kadhafi, ça permettait à des pêcheurs français de truander les quotas de thon en allant dans une sorte de zone de non-droit au large de la Libye, avec des alliances avec Kadhafi, etc. Et en fait, c'est aussi ce qui a permis en partie de sauver le thon, parce qu'on dit aujourd'hui, il y a plein de thons, hein, ils sont très abondants, la population de thon rouge, elle est revenue en grande quantité. Mais ce n'est pas parce qu'on a pris les bonnes mesures. On a pris des mesures qui, la science le démontrait, hein, c'était dans tous les rapports de scientifiques, les politiques qui choisissent les quotas de thon, à l'époque où l'espèce était en train de disparaître, ont signé pour des quotas qui donnaient à l'espèce 40% de chances de ne pas disparaître. Alors 40% de chance, on est dans un casino ici, on est bien placé pour le savoir, des fois on gagne, des fois on perd. Là on a gagné. Pourquoi ça a marché? Parce que Kadhafi a chuté la même année, 2008 par là, 2010, je ne sais plus. Et donc, cette pêcherie s'est retrouvée de fait fermée pendant quelques années. C'était le bordel en Libye, maintenant c'est revenu. Hein. Il continue. Hein. Mais pendant quelques années, ça a été suffisamment le bordel pour réduire l'effort de pêche en Libye. Deuxième miracle qui s'est passé, il y a des cycles solaires sur lesquels les populations de thon sont en corrélation. Et il se trouve que ce cycle solaire, on était dans la bonne partie. C'est des cycles qui durent une quarantaine d'années. Et là, on était dans la partie où la population pouvait croître assez rapidement. Donc, il se trouve que là, la population est revenue. Mais ce n'est pas du tout parce qu'on a pris des mesures suffisantes. Les mesures au départ étaient totalement insuffisantes. Mais donc voilà, l'histoire de Kadhafi et du thon rouge. Hein. Quand je dis thon, il y a plein d'espèces de thon. Là, on parle du thon rouge, le plus gros thon, qui était pêché depuis la préhistoire en Méditerranée et qui a donc failli disparaître. Maintenant, il est tiré d'affaire. Si on n'augmente pas trop les quotas, le thon peut être pêché durablement aujourd'hui.
Il y a 10 ans, le thon rouge, c'était vraiment un des trucs les pires que vous pouviez manger, comme le saumon de l'Adour. Il y a 20 ans. Aujourd'hui, le thon rouge, c'est un choix durable. Celui qu'on a sur le marché français, il est pêché durablement à la canne et c'est un choix durable. Il ne faut pas en manger trop parce que voilà, ça ne peut pas être un produit de consommation de masse. Ça doit rester un produit de luxe parce qu'il n'y en a pas assez pour nourrir l'humanité du thon rouge. Mais c'est un poisson durable. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler des petits coureurs de plage qui sont sur nos plages, là, plutôt en novembre? Les oiseaux? Ce sont des bécassos, peut-être? Oui, alors il y a plein de sortes, hein. Des gravelots, des bécassos, toutes sortes d'espèces. Je crois que c'est des bécassos ici. Il y a beaucoup d'espèces de bécassos même. Et non, je ne peux pas beaucoup vous en parler parce que mon truc, c'est plus les poissons quand même. Et c'est pas que je les aime pas, j'adore, mais sur le bécasso, c'est passionnant. Ils ont des migrations incroyables. C'est d'ailleurs une sorte de bécasso qui fait parmi les plus grandes migrations du règne des oiseaux. Mais sur les bécassos en eux-mêmes, là, je ne connais pas assez pour vous dire des choses très intéressantes. J'ai même pas le son dans ma playlist, là. Pourtant, je les aime bien. Reste-t-il quelques... Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez des infos sur la population de cachalots néants du gouffre de Cabreton? Voilà, là j'ai des questions pointues. C'est un super animal, le cachalot nain. Il y en a sûrement qui ne voient pas ce que c'est, donc je rappelle. Hein. C'est comme un cachalot, mais en beaucoup plus petit. Et ce qu'il a notamment de complètement incroyable, déjà c'est un des mammifères marins les plus méconnus qui soit, les plus rarement observés. Et on en a dans le gouffre de Cap-Breton, comme à peu près toutes les raretés du monde marin. Hein. C'est vraiment un endroit exceptionnel ici, pour plein de raisons. Et ce cachalot nain, ce qu'il a comme particularité, c'est qu'il crache de l'encre, comme les pieuvres quand il est menacé. C'est quand même assez dingue, un mammifère marin qui émet de l'encre. Alors, il ne l'émet pas par la bouche, il l'émet par l'autre extrémité. Mais il émet un nuage d'encre quand il est menacé. Mais sur sa population ici, je n'ai pas d'infos et je ne sais pas si même la science en a des infos. Sur les populations de cachalots nains, on ne sait pas grand-chose. S'il y en a un qui sait, probablement Lilian Aristoy, qui est un spécialiste des mammifères marins sur le gouffre, il a peut-être des données, ou les scientifiques qui travaillent avec lui. Il y a quelques cétologues, mais je ne pense pas que ça soit étudié. En ce moment, il y a beaucoup d'études sur le globicéphale, par exemple, mais sur le cachalot nain, là je n'ai pas de réponse. Ah, c'est beaucoup de temps passé à se passionner pour ça. Hein, moi, j'ai fait ma thèse sur les bancs de poissons, donc c'était plutôt le côté petit poisson à ce moment-là. Mais sinon, je passe énormément de temps dans ces milieux-là, dans les observations, le terrain, beaucoup de terrain, discuter à la fois avec le côté science et ceux qui ont le savoir par le terrain. Parce qu'en fait, il y a deux types de savoir là-dessus. Il y a le savoir scientifique qui, lui, il est chiffré, donc c'est sûr, c'est fiable. Mais c'est pauvre, parce que les scientifiques ont très peu de moyens et donc très peu de temps pour être sur le terrain. Et ensuite, en plus, le temps qu'il y a sur le terrain, il faut le temps d'analyser. Donc, de toute façon, ils ne peuvent pas passer beaucoup de temps sur le terrain. Et après, il y a le savoir pratique. Donc, en gros, les pêcheurs qui sont en mer, peut-être les marins dans certaines régions, les observateurs variés des usagers de la mer. Beaucoup les pêcheurs, récréatifs et professionnels. Et ce savoir-là, il permet de faire remonter aussi des informations qui vont être complémentaires de celles des scientifiques. Alors, c'est un savoir qui, pour le coup, n'est pas vérifiable. Un pêcheur qui vous dit « j'ai vu tel animal », il n'a pas fait les mesures, les chiffres, etc., qui permettent d'avoir un protocole rigoureux. Donc, on n'est jamais complètement sûr. Mais c'est là que se trouvent beaucoup plus de données que côté science. Donc, il faut les deux. Moi, j'aime bien, quand j'enquête sur un sujet, essayer d'avoir vraiment un grand nombre de sources comme ça, que ce soit pour mes livres, pour des sujets personnels, des programmes associatifs où je participe, des choses comme ça. C'est important de vraiment voir. Souvent sur Facebook, alors maintenant ils ont changé leur moteur de recherche et c'est un drame parce qu'on ne peut plus trouver des informations qui n'ont pas fait le buzz sur Facebook.
Mais avant, vous cherchiez pour les animaux rares, il y a certains animaux dont on a découvert qu'ils n'étaient pas disparus grâce à Facebook. En cherchant dans plusieurs langues l'animal, et on trouvait un vieux pêcheur du fin fond de la Turquie qui, lui, observait le requin régulièrement alors que nulle part ailleurs on ne le voyait, cette espèce-là. Voyez. Donc ce genre de choses, c'est un bon moyen d'avoir aussi des connaissances sur le monde marin. Pour la suite, en ce moment, là, je travaille sur un livre sur le sardine run. Alors, il y en a peut-être qui savent ce que c'est, mais souvent, c'est les plongeurs qui connaissent, le grand public connaît moins. C'est une des plus grandes migrations du vivant. C'est une migration de sardines qui a lieu au large de la côte d'Afrique du Sud et qui nourrit toute la population de mammifères marins, d'oiseaux, de requins, etc. là-bas. C'est presque aussi impressionnant que le gouffre de Cap-Breton. Mais je ne dis pas ça pour rigoler, hein. Le gouffre de Cap-Breton est tout aussi impressionnant, mais c'est les anchois à Cap-Breton. Là-bas, c'est les sardines. Et donc, on est allé avec l'UNESCO pour documenter cette migration. Moi, je fais un récit là-dessus, un livre qui raconte... On a suivi la migration comme ça tout au long de la côte d'Afrique du Sud. Ça dure un peu plus d'1 mois et on a étudié ça avec des scientifiques, des ONG, etc. Il y a une question tout là-haut. Bonsoir Bill. Moi j'ai une question, c'est savoir le mode de consommation des thons. Est-ce qu'ils mangent un jour sur deux, ils mangent tous les jours, ils ont des horaires où ils mangent ou je sais pas, c'est par rapport à la Lune, par rapport au Soleil, j'ai toutes ces questions que je me pose. Je sais pourquoi tu aimerais savoir, mais j'aimerais savoir aussi. Non, c'est très... Oui, il n'y a pas de... C'est une espèce qui... Plus on en sait, ça c'est typiquement une espèce, depuis qu'ils sont revenus en nombre, on s'aperçoit de choses complètement incroyables qu'on ne supposait pas sur ces poissons. Et moi, c'est un de mes poissons préférés, justement aussi, parce que c'est un poisson, mais c'est des milliers de comportements différents selon les endroits. Comme c'est un grand voyageur, c'est un poisson qui a le sang chaud, donc il peut vivre aussi bien en Islande qu'aux Bahamas. Donc il a plein de comportements, de proies différentes, de tactiques de chasse, etc. Et donc il n'y a pas de règle, hein. Chacun va vous dire sa petite combine avec la lune, avec les marées, avec les courants, les températures, mais il y a des règles locales dans chaque endroit qui sont différentes, des saisons, des choses. Ça peut manger des proies d'une araignée de mer qui va aller chasser carrément dans la vase, jusqu'à des minuscules méduses qui flottent à la surface de l'eau. Ça peut manger des anchois, des sardines, des maquereaux, comme ça peut manger des gros cabillots de 10 kilos. C'est vraiment un animal qui est extrêmement opportuniste, extrêmement varié. Ce qu'on sait à peu près, c'est les quantités qu'il mange. C'est assez impressionnant, hein. Mais ça, pareil, ça dépend de ce qu'il mange, parce que selon ce qu'il va manger, c'est plus ou moins nutritif. Mais en gros, s'il est sur des méduses ou des gélatineux comme ça, il va manger plus que son propre poids par jour. Et notamment quand il est jeune, parce que là, on parle du thon quand il est adulte, mais il faut voir que le thon très jeune, les larves et tout ça, on connaît quasiment rien. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à l'élever. Et elle change de régime alimentaire quasiment tous les jours, la larve. Parce qu'elle change de taille, elle change de loi physique au niveau de sa nage par rapport à l'eau. Et donc, elle change de régime alimentaire tous les jours. Et sa place dans la chaîne alimentaire, elle monte d'un petit échelon chaque jour. Quand il est juvénile, il va manger beaucoup des méduses. Et là, il va manger plus de son poids tous les jours pour grandir très, très vite. Les plus gros thons, ça ne va pas forcément être leur poids par jour parce qu'ils vont manger des choses plus nutritives. Mais c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire que ça peut être à peu près 30% de leur poids, la moitié de leur poids tous les jours. Ça mange. Du coup, une autre question. Je vais faire un autre. Pourquoi c'est le poisson qui a le plus grand taux de mercure pour ça. Justement. Parce qu'il mange beaucoup. En fait. Voilà, c'est une question intéressante à mener, ça. Pourquoi c'est le poisson qui a le plus de mercure? Parce que c'est lui qui mange le plus. Et en fait, dès qu'il mange un anchois, il garde le mercure de l'anchois. Le reste, il digère, il consomme, mais le mercure, il l'accumule. C'est bioaccumulateur, le mercure. Ça s'accumule dans les organismes. Et donc, comme il va en manger son poids tous les jours, vous imaginez la quantité. Donc, quand vous mangez 1 kilo de thon, vous mangez la concentration de tout ce mercure que le thon il a consommé au cours de sa vie. Tandis que quand vous mangez 1 kilo d'anchois, vous ne mangez que le repas d'un quart de journée du même thon. Voilà. Donc, c'est ça. C'est pour ça que les prédateurs, les gros poissons en général, contiennent énormément de mercure. C'est vrai pour le thon.
Mais c'est vrai aussi pour le cabillaud, c'est vrai aussi pour le saumon, encore plus parce qu'il est gras, le saumon, en eau douce des poissons comme le silure. C'est vrai pour tous les prédateurs, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que ça, les peuples traditionnels l'avaient compris. Partout dans le monde, vous avez des peuples de pêcheurs, surtout des pêcheurs en eau douce, mais aussi en eau de mer. Et ben, les peuples traditionnels de pêcheurs, ils réservent les gros poissons aux personnes âgées. Et ouais, parce que ils risquent. Le mercure, nous aussi, on l'accumule au cours de notre vie, hein, comme le thon, hein, on est pareil. Donc, la personne âgée, elle a moins de temps pour accumuler le mercure, quoi. Donc, a priori, elle risque moins de développer une maladie que si on nourrit un enfant depuis son plus jeune âge avec du thon, quoi. Et ça, les aborigènes, les Indiens d'Amazonie, les peuples africains des fleuves, ils le savent depuis toujours. C'est le tabou. Le poisson, le crocodile, les grands prédateurs sont réservés aux personnes âgées. Nous, on n'est pas aussi sages que les aborigènes, hein. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, en fait, sur le thon, on a une norme de seuil de mercure 3 fois plus élevée que sur les autres poissons pour avoir quand même le droit de vendre du thon en boîte. Voilà. Du cabillaud qui aurait le taux de mercure du thon, on n'a pas le droit de le vendre. Voilà, je pose ça là pour vous dire à peu près que le thon, c'est bon, mais il ne faut pas trop en consommer. Mais bon, pareil, si ça reste un produit de luxe, hein, si ça reste un truc qu'on consomme aux grandes occasions, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec du thon rouge de ligne pêché par un bateau du coin. C'est une démarche tout à fait durable. Et je suis très heureux de pouvoir dire ça, parce que quand j'ai commencé, moi, à m'intéresser au thon rouge, c'était encore dans les années où on pensait qu'il allait disparaître. Donc, j'imaginais pas qu'un jour, je pourrais dire que c'est devenu un poisson durable. Et ça, vraiment, c'est un grand bonheur. Non, mais bravo à personne, par contre, parce que c'est un hasard, hein. Et vraiment, la gestion, elle a été catastrophique du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai une question concernant les mouvements des bancs de poissons. Oui. Je suis là, devant. Et en fait, oui, ça me fait... J'entendais là-haut. Et oui, donc comment ils font pour bouger tous en même temps ? On a toujours l'impression qu'ils bougent très vite tous en même temps. Et moi, ça me fascine. J'ai du mal à comprendre comment ils interagissent entre eux, quoi. C'est extrêmement mystérieux, surtout qu'il n'y a pas vraiment d'organisation hiérarchique ou de chef. Il y a plusieurs phénomènes qu'on peut citer qui n'apportent pas une réponse complète, mais qui donnent des idées. Déjà dans l'eau, et les interactions hydrodynamiques entre deux poissons. C'est-à-dire que quand un poisson nage dans le sillage d'un autre poisson, il va être porté par le sillage, comme les pelotons de cyclistes. Sauf que c'est de l'eau, c'est plus dense que l'air, donc l'effet est beaucoup, beaucoup multiplié par rapport au peloton de cyclistes. Donc à tel point que si vous mettez un poisson mort dans le sillage d'un poisson vivant, il nage, il avance tout seul. C'est incroyable, mais c'est vrai, parce que ça fait des vortex, des tourbillons, exactement de la même fréquence que l'ondulation du poisson derrière. Donc, avec ça, ils arrivent à se porter les uns les autres. Ça, c'est un exemple d'effet comme ça sur le mouvement collectif. Sur comment ils tournent d'un coup, tous en même temps, c'est très mystérieux et ça, en fait, ça défie un peu la logique parce que ça va beaucoup plus vite que s'ils se transmettaient une information les uns aux autres. Et en fait, ça passe en aval du cerveau par des gros neurones qu'on appelle les cellules de Meutner qui sont en aval du cerveau et c'est en gros en mode réflexe. Les changements de... Quand vous jetez une pierre, il y a des poissons, vous jetez une pierre qui partent tous en même temps. C'est pas qu'ils ont tous vu ou entendu la pierre, ni même qu'ils ont tous vu le voisin qui a vu le voisin qui a vu la pierre. Ça va encore plus vite que ça parce qu'ils n'ont pas besoin d'interpréter l'information. Directement, quand il y a le stimulus d'un poisson à côté qui bouge, ils se mettent à bouger. Ces deux exemples, mais c'est que des exemples. C'est pas ça qui explique toute la complexité de la chose. C'est vraiment des phénomènes assez complexes qu'on sait modéliser, qu'on ne sait pas forcément comprendre, mais qu'on sait modéliser comme une matière avec des outils de la physique. En fait, c'est les mêmes lois qui régissent des matériaux. En fait, c'est les interactions entre divers poissons qui vont donner un mouvement d'ensemble, quoi. Mais voilà, j'ai pas une question très claire, j'ai pas une réponse très claire parce que il n'y a pas vraiment de clarté là-dessus encore. Alors, c'est comme les étourneaux, on me l'a dit souvent, et ben c'est intéressant parce que oui et non. C'est-à-dire que oui, les principaux principes physiques derrière sont comme les étourneaux, ça s'étudie de la même façon, mais il y a des différences. Et une différence importante, c'est que dans le vol d'étourneaux, ils se relayent en permanence. Les oiseaux, les individus qui sont devant,
vont finir derrière et remplacés par ceux qui sont derrière. Et ils tournent comme ça tout le temps. Ils se relaient. Tandis que chez les poissons, ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière restent derrière en général quand ils avancent. Pourquoi ? Parce que dans l'eau, ceux qui sont devant, là, chez les poissons, ils dépensent plus d'énergie, comme chez les oiseaux. Hein, c'est la tête de peloton, ils tractent le reste. Mais ils ont accès aussi à plus d'oxygène et de nourriture, ce qui n'est pas le cas chez les oiseaux. Quand ils volent, les étourneaux, ce n'est pas pour manger des choses, c'est pour se déplacer. Donc, le poisson qui est devant, il fournit plus d'efforts, mais il a plus de ressources. Et donc, il reste devant. C'est deux visions presque politiques opposées, quoi. Est-ce qu'on est plutôt oiseau ou poisson ? On verra aux prochaines élections. Mais c'est intéressant, quoi, comme différence. Après, par contre, le principe, c'est le même et ça fait des structures qui se ressemblent beaucoup. Vous avez parlé dans un de vos ouvrages du poulpe. Et c'était un chapitre tout à fait passionnant. Est-ce que vous pourriez, pour le plaisir, nous en parler de 2 petites minutes ? Il fait pas de bruit, le poulpe, alors j'ai pas mis là, même s'il y en a ici, hein, ça fait partie des animaux qu'on a ici. Ah oui, que dire sur le poulpe en seulement 2 minutes ? C'est difficile, hein, et c'est un animal tellement incroyable, très intelligent déjà, qui est capable de résoudre plein d'énigmes, de développer des raisonnements. Aussi physiquement, il est assez incroyable parce que sur sa peau, il peut changer de couleur comme il veut et c'est un contrôle de son cerveau, c'est-à-dire que c'est conscient. Beaucoup d'animaux comme les poissons changent de couleur par leurs hormones, selon leur humeur. Le thon, par exemple, quand il va chasser, va changer de couleur pour éblouir ses proies. Mais c'est pas conscient. Tandis que le poulpe, c'est conscient. Il peut dessiner des choses sur son corps, il peut imiter d'autres espèces, etc. Ce qui est passionnant, c'est que c'est un animal très très intelligent, mais qui n'a pas réussi à conquérir pour l'instant l'océan aussi violemment que nous. Par exemple, on a conquis les terres émergées. Et c'est sans doute parce que les petits poulpes, en fait, les parents meurent avant que les petits n'éclosent. La mère, le père, il ne s'occupe pas des œufs et la mère, elle veille sur les œufs, elle s'épuise, elle ne s'alimente plus et en fait, elle meurt avant que les petits éclosent. Et ça fait que les poulpes ne se transmettent pas d'une génération à l'autre le savoir. Ils peuvent se transmettre d'un individu à l'autre, mais il n'y a pas d'apprentissage maternel. Et c'est sans doute en partie pour ça que malgré leur grande intelligence, leur grande adaptabilité, ils n'ont pas développé encore des technologies révolutionnaires, quoi. Mais ça reste un animal absolument passionnant. Et puis bon, développer nous notre intelligence, on évalue l'intelligence souvent des autres animaux sur nos critères à nous, quoi. Donc l'invention, c'est ça, hein, c'est l'intelligence, c'est le développement d'une civilisation en termes d'invention technologique. Donc en gros scientifique, mathématique, artistique aussi, de sensibilité artistique. Mais ça n'est que quelques critères d'intelligence. Et d'autres animaux ont des intelligences bien différentes. L'éponge, qui n'a même pas de cerveau, arrive à faire des structures en verre bien plus résistantes que nos immeubles antisismiques et qui durent des dizaines de milliers d'années sans utiliser la moindre énergie. Donc est-ce que ça, c'est pas de l'intelligence aussi ? Il ne faut pas utiliser que nos critères à nous. Je pense que c'est important de se dire ça. Alors par rapport à savoir si du coup la pêche à l'anchois c'est quelque chose qui est plutôt ok dans le coin, et également est-ce que au niveau européen, je sais que c'est énormément pêché également dans le nord de l'Espagne, et du coup est-ce que les pays arrivent ça se respecte, est-ce que souvent c'est compliqué, il y a eu toute une guerre de l'anchois dans les années 2000 aussi, il y a eu plein de problèmes autour de l'anchois. C'est dur de trouver des généralités parce que, comme on disait, hein, ça dépend des périodes, ça dépend des stocks, des populations de poissons et même des méthodes de pêche. Sur l'anchois, il y a eu beaucoup de surpêche historiquement. J'avouerai qu'ici, l'anchois, actuellement, je ne sais pas où ça en est le stock de Gascogne aujourd'hui. Il faut aller regarder dans l'appli Éthique Océan, ils vous diront tout de suite. Moi, je ne sais pas, c'est tellement compliqué que même quand on connaît un petit peu l'océan, qu'on s'y intéresse, moi je m'y intéresse toute la journée, je ne sais pas répondre. En général, il faut regarder. Je disais en règle générale manger de l'anchois parce que c'est sûr que c'est toujours mieux que de manger d'autres poissons plus gros en général. Après, il peut y avoir quelques stocks d'anchois qui sont surpêchés. Globalement, sur la planète, ces petits poissons, c'est pas à cause de la consommation humaine qu'ils sont surpêchés. Ils sont surpêchés pour nourrir les poissons d'élevage.
Il faut plein de kilos d'anchois pour faire 1 kilo de poisson d'élevage, 1 kilo de saumon d'élevage. Il faut plus qu'1 kilo d'anchois. Donc on pêche de l'anchois en gros au Chili, on l'exporte en Norvège dans des fermes à saumon, on nourrit les saumons avec et on nous vend les saumons. Donc c'est pour ça beaucoup que les anchois sont surpêchés. Dans le golfe de Gascogne, c'est des anchois pour la consommation, mais c'est une toute petite pêche. Ça part beaucoup en Espagne, c'est surtout là qu'ils en mangent, des boquerones. Et encore, la plupart de leurs anchois en Espagne sont pêchés aussi au Pérou ou au Chili aujourd'hui. L'anchois de Collioure, par exemple, à Collioure, vous ne trouverez jamais un anchois de Collioure français. Il n'y en a quasiment plus en Méditerranée. Il y a peut-être quelques amateurs qui en font encore pour leur plaisir, mais les anchois de Collioure, ils viennent d'Argentine ou du Chili. Donc, c'est souvent compliqué les questions autour de ça. Mais bon, pareil aussi, si vous avez un petit pêcheur artisanal qui vous propose des anchois, c'est peut-être mieux de manger ça, même si le stock localement est surpêché, de manger ça une fois de temps en temps que de manger autre chose. C'est une question de modération. Hein. Voilà. Il faut réduire la consommation et essayer de faire ça modérément. Et il faut... J'ai pas entendu. Il y a d'autres questions ? Oui, moi je voulais juste vous demander, vous avez présenté donc à l'Assemblée des animaux que tout le monde connaît. Vous avez donné finalement aussi des explications sur des choses qu'on ne connaît pas. Mais est-ce que vous présentez aussi des animaux que personne ne connaît ? Ce qu'on appelle sous l'eau les animaux fixés, qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on découvre quand on est plongeur. Absolument. Là, c'est dans cette conférence-là, surtout on m'a dit le gouffre, donc j'ai essayé de mettre des animaux qui ont des histoires en lien avec le gouffre. C'est beaucoup d'animaux qu'on connaît. J'aurais pu choisir des qu'on ne connaît pas, mais souvent pour les entendre, ceux qui font du bruit, c'est surtout ceux qu'on connaît parce que c'est les animaux fixés dont vous parlez. Donc c'est quoi ? C'est tout ce qui est, voilà, ça va être le corail. Mais on dit corail parce qu'on connaît le corail, mais il y a plein d'autres ordres du vivant qui sont fixés. Les éponges, mais aussi des êtres comme les tuniciers, que si vous ne connaissez pas, vous regardez, vous vous dites c'est une éponge. En fait, c'est non seulement pas une éponge, mais c'est un de nos plus proches cousins. C'est l'invertébré le plus proche de l'homme, le plus proche des vertébrés, en fait. C'est plus proche ça ressemble à une éponge, mais c'est plus proche de nous que le poulpe ou que le crabe ou la crevette, qui nous ressemble pourtant plus. Donc il y a des tas de variétés comme ça. D'animaux fixés. Dans la mer, la plupart des forêts, ce sont des forêts d'animaux et pas de plantes, parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Il y a très peu de forêts d'algues et de plantes, parce que c'est que dans des zones lumineuses. En profondeur, c'est des forêts animales. C'est des animaux passionnants, il y en a plein, et dès qu'on s'y intéresse, c'est un monde sans fin. Et là, on parle des animaux, mais les plantes, elles sont géniales, parce que dans la mer, bon, déjà, il y a les algues, c'est passionnant, les algues, mais en plus, il y a beaucoup d'algues qui ne sont pas fixées, comme les varechs qu'on peut voir, mais qui vont vivre, qui sont microscopiques, ce qu'on appelle les diatomées, qui vivent en pleine eau, qui nagent, qui bougent comme les animaux, qui ont tout un comportement, qui sont à la base des chaînes alimentaires dans l'eau. Donc il y a énormément de choses passionnantes. Et encore, là, je parle de celles que le grand public ne connaît pas, mais que l'humanité connaît. Mais rappelons que 90% des espèces marines, on ne les a pas encore découvertes. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc il y a énormément de choses encore à découvrir. Et effectivement, quand j'écris des livres pour raconter ça ou des conférences, j'essaye souvent de faire moitié-moitié. Là, on n'a fait que des animaux globalement connus du grand public. De toute façon, je vous les faisais deviner, donc ça aurait été un peu vache de vous faire écouter un truc que vous ne connaissez pas. Mais dans mes livres, je fais en gros moitié-moitié pour essayer de raconter les animaux qu'on connaît, mais sous un angle différent, et ceux que qui sont très méconnus, pour les faire découvrir. Voilà. C'est ce que j'ai fait dans Les Génies des mers, dans L'éloquence de la sardine, etc. C'est une approche que j'ai à cœur de faire. Ouais. Bon, on va conclure là-dessus, sur l'inexploré. C'est une belle conclusion. Merci à vous.